À vous la parole. La pression est grande. Du tout. Bonjour à tous, je m'appelle Maxime Belot, je suis artisan hôtelier. Alors ça, c'est pas le titre de meilleur ouvrier de France, mais je vous présenterai ceci dans quelques instants. J'ai 34 ans. Aujourd'hui, on va vivre ensemble une aventure d'hospitalité. Vous allez voir qu'en effet, il y a beaucoup de parallèles entre votre milieu et le mien. Avant de plonger, j'aimerais aussi un peu plus faire votre connaissance. Je sais qu'ici, donc, j'ai les équipes BMW Mini, que j'aimerais bien comprendre un petit peu qui est qui. Est-ce que peut-être à main levée, pour bien comprendre, il y en a qui travaillent pour la partie Mini? D'accord. Et il y en a qui sont mélangés. D'accord. Quel secteur, quel département vous occupez? Atelier. Très bien. Qui ici est en contact avec de la clientèle au quotidien? Quasiment tout le monde. Qui fait de l'après-vente? Très bien. C'est vous qui gérez les plaintes, les réclamations clients. On a plein de choses en commun. Vous allez voir aussi. Excellent. Qui travaille pour la marque depuis moins d'1 an? On a quand même quelques nouveaux. Très bien. Extrêmement intéressant. Je vous propose donc de vous raconter une histoire qui est celle d'un jeune homme de 14 ans. À l'époque, je suis collégien. Qu'on se le dise, je suis plutôt en échec scolaire, carrément en échec scolaire, cancre au fond de la classe. Le système traditionnel ne me convient pas vraiment. J'ai beaucoup de mal à suivre les cours. Et un jour, je rencontre un conseiller d'orientation que j'aime bien dire un peu meilleur que les autres. J'en avais rencontré déjà de nombreux auparavant. Celui-ci arrive à mettre le doigt sur quelque chose et je me dis, ça pourrait m'intéresser. Et ce soir-là, il me donne donc une plaquette que je vais ramener chez moi, qui est la plaquette de Lesdiguières. Lesdiguières, c'est le nom de l'école hôtelière de Grenoble, dont je suis originaire. Je me rappelle que je rentre à la maison et je raconte à ma mère, maman, regarde, voilà une plaquette. Et cette école-là, je pourrais y rentrer et potentiellement, je pourrais aller jusqu'à un niveau de bac plus 5, 5 ans après le bac. Elle me regarde avec beaucoup de bienveillance, elle me dit, mon chéri, t'es adorable, mais aujourd'hui, il s'agirait déjà d'avoir le brevet, peut-être un jour le bac, et ensuite on verra. Je vous disais, j'étais vraiment en difficulté, j'avais même pas 16 ans. Pour moi, c'était plutôt la voie de l'abandon scolaire que de la poursuite. Alors le master, n'en parlons pas. Sauf que pour rentrer à Lesdiguières, il y a un concours. C'est le premier concours de ma vie. Et avec un peu de recul, peut-être le plus difficile, puisque je pars d'un niveau extrêmement faible et qu'il faut avoir, ce que pour certains serait des basiques pour pouvoir rentrer dans cette école, mais il y a quand même une sélection assez difficile avec des entretiens. Le fait est qu'on est en 2005, je rentre à l'école hôtelière et donc me voici, imaginez du haut de mes 14 ans, avec le gabarit que j'ai, avec à peu près 20 kg de moins, et déjà apporter un costume et une cravate. Alors pour l'anecdote, j'arrivais même pas à trouver de chemise à ma taille à cette époque, mais on devait cravater. Tous les matins, la directrice de l'école nous attendait, on était vérifié de la tête aux pieds, la coiffure, le rasage, les 3 poils que j'avais sur le visage devaient être parfaitement rasés. Donc un petit peu ce cadre-là, dans lequel je vais commencer à grandir et ensuite par la suite m'épanouir. Alors certes, je suis dans une voie un peu plus tracée maintenant, je comprends le pourquoi servent les études et ça va probablement me motiver, mais je vous rappelle que j'ai quand même un passif de cancre et ça va un petit peu durer pendant encore quelques mois, voire quelques années. Je vous donne une anecdote. Au bout de quelques semaines, je suis en stage d'application à l'hôtel Lesdiguières. En fait, beaucoup de ces écoles-là ont ce qu'on appelle donc des hôtels d'application. Ce sont des vrais clients qui viennent à l'hôtel, sauf que ce ne sont pas des vrais collaborateurs qui les servent, mais ce sont des étudiants de l'école. C'est la main-d'œuvre la moins chère de France, probablement le meilleur business model qui est, mais chaque semaine, on se relaie pour aller en fait, animer cet établissement. Et moi, je vais travailler dans le département du housekeeping en stage. Est-ce que ceux qui peut-être ont rencontré un directeur de l'hébergement ont su ce que c'était que le housekeeping ce matin? Le département des étages. Le département des étages, c'est ceux qui vont nettoyer les chambres pendant que les clients ne sont pas là, nettoyer également souvent les lieux publics, donc un petit peu les petites mains dans une entreprise. Je fais ça et je suis appelé à aller faire les élections des délégués. Vous savez, on est toujours dans ces lycées, les élections des délégués. Donc je quitte le stage pendant 1 heure pour aller faire les élections. Les élections terminent et en bon cancre qui aime bien amuser tout le monde, je sors et en quittant la salle, je dis à tout le monde « Bon bah salut, je retourne nettoyer les chiottes ». Ça fait rire tout le monde, sauf la prof principale, qui ne manque pas d'en parler immédiatement au directeur de l'hôtel et je suis
convoqué pour la première fois de ma vie, il y en aura des dizaines d'autres, pas toujours aussi peu glorieuses d'ailleurs, heureusement, et me voici convoqué par Augustin Hernandez. Retenez bien ce nom, il aura de l'importance plus tard dans ma carrière. Augustin Hernandez, c'est un petit monsieur un peu trapu. Moi, du haut de mes 14 ans, je le regarde comme ça. Lui a une très grosse voix et imaginez-le en train de me houspiller. Il m'explique à quel point c'est une honte ce que j'ai fait et à quel point c'est insultant pour notre métier. Et je comprends, et ce sera ma première leçon, que dans ce métier de l'hospitalité, tous les métiers comptent. Tous les corps de métier sont importants. Et que cette femme de chambre, ce valet de chambre, donc qui nettoie les chambres entre autres, eh bien, sans eux, évidemment, pas de chambre propre, pas de clients satisfaits, pas de chiffre d'affaires, pas de salaire, etc. Et donc, premier apprentissage, un petit peu à la dure, il y en aura beaucoup, beaucoup d'autres. Mon parcours va se faire pendant 3 ans de bac hôtelier, puis 2 autres années supplémentaires. Donc j'ai bac plus 2, et là je me dis pourquoi pas continuer. Je pars à Chambéry, licence et master. Finalement, je réussirai à avoir un master en management hôtelier, master que je vais faire partiellement une première année à Dublin, une deuxième à Barcelone, en Erasmus à chaque fois, ce qui me permet de sortir avec un niveau trilingue de mes études. Pour ceux qui ont fait un master, vous le savez, je crois que c'est encore la même chose aujourd'hui, il y a un stage qui vient valider le niveau de master, le fameux stage de 6 mois. Et moi, à ce moment-là de ma vie, je suis déjà assez convaincu que je veux faire ma carrière dans le 5 étoiles, voire même dans le Palace. On reviendra juste après sur la différence entre le 5 étoiles et le Palace. Ceux qui étaient présents ce matin peut-être ont déjà un peu perçu les subtilités entre ces deux catégories. Et comme on est en stage de fin de master, je suis obligé d'aller travailler sur un département support. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les opérations, mais je vais travailler dans un département support. Je me dis, tiens, pourquoi pas aller faire de la finance? J'aime pas la finance, j'aime pas la comptabilité, sauf qu'un jour, j'aimerais beaucoup, c'est mon plan de carrière, être directeur d'un hôtel. Et je sais que pour ça, j'ai besoin de comprendre la finance. Spoiler, je ne serai jamais directeur d'hôtel. Mais bon, j'ai fait d'autres choses sympas. J'ai fait mon stage, ça se passe plutôt bien. Et arrive la fin du stage, on est en septembre 2013, et là, je rencontre le directeur financier, il me dit « Maxime, on est très content de ton stage, on aimerait beaucoup te proposer le Graal, un CDI. » Je leur dis, il me dit donc, est-ce que tu aimerais continuer en fait ce que tu faisais aujourd'hui, mais avec un salaire, un poste fixe, etc. Et je me souviens regarder le directeur et lui dire, bien sûr que non. Je vous ai annoncé dès le début que je ne voulais pas faire de finance. J'avais été très clair avec eux, mais que je me suis évidemment pleinement investi. Par contre, moi, j'adorerais continuer dans l'établissement dans lequel je suis, qui est le Royal Monceau. Le Royal Monceau, si vous situez, c'est un palace. Et alors, c'est assez amusant parce qu'on est en 2013. L'établissement vient de rouvrir. Pour ceux qui sont parisiens et qui ont un peu suivi les actualités hôtelières et qui s'en souviennent de cette époque, 2013, le Royal Monceau rouvre après des travaux. Et il ouvre 5 étoiles et il va devenir palace. Un palace, qu'est-ce que c'est? Eh bien, pour être un palace, il faut d'abord être un établissement 5 étoiles. Vous savez qu'en France, donc c'est spécifique à notre pays, on a une classification qui va de 1 à 5 étoiles. Le 5 étoiles étant le plus haut niveau sur lequel on va ajouter un label qui s'appelle le label Palace. Aujourd'hui, il y a 31 palaces en France, dont le Lutetia, qui est le seul de la rive gauche ici à Paris. Et donc pour être un palace, je vais vous épargner les différents critères, il y en a des dizaines, mais on parle de patrimoine exceptionnel et on parle aussi de services exceptionnels. Je vais vous donner un ratio, juste pour que vous fassiez une idée. Dans un établissement 5 étoiles, généralement, il y a en moyenne 0,75 voire 1 collaborateur par chambre. Dans un palace, on est plutôt à 3 collaborateurs par chambre. Donc ça vous donne un petit peu une idée du standing qu'on va aller mettre sur ce type de catégorie, sur ce type d'établissement. Donc me voici au Royal Monceau, et là, ils n'ont pas de poste opérationnel pour moi. Eh bien, je pars, et fort de mes 4 diplômes, 8 ans d'années dans l'hôtellerie-restauration, bac plus 5, master, je me dis, je vais pouvoir prétendre à un poste de manager, à minima superviseur. Deuxième leçon, ce métier-là, qui est un métier de service, qui est un métier d'opérationnel, il s'apprend sur le terrain. Les diplômes servent et me serviront plus tard, mais il faut d'abord maîtriser parfaitement le terrain. Ça tombe bien, c'est ce que je voulais faire. Mais moi, je m'imaginais que j'allais tout de suite devenir un manager propulsé là. Pas du tout. Et donc, me voici qui candidate en tant que réceptionniste dans un hôtel 5 étoiles. Je suis pris et je passe quelques mois. Assez rapidement, je comprends, je valide ce pressenti que j'avais,
que dans le 5 étoiles, j'allais un petit peu m'ennuyer. Je me sens un peu à l'étroit dans mon costume. Pourquoi? Parce que, un petit peu ce que je vous expliquais avec cette histoire de ratio, en fait, on fait des choses pour le client, mais pas assez selon moi. On ne va pas suffisamment dans le détail. Quand on a une information client, on n'a pas le budget pour aller mettre les cadeaux suffisants, du personnel pour aller accueillir à tel endroit, pour rendre un petit peu des rêves possibles. Et c'est ça qui, selon moi, fait la différence entre du haut de gamme et du très haut de gamme, ce à quoi j'aspire. Et donc je guette dans un coin de ma tête une ouverture qui doit se faire. 2014, il y a un établissement aujourd'hui emblématique à Paris qui va ouvrir, qui s'appelle le Peninsula, que vous connaissez peut-être, avenue Kléber. Le Peninsula, Anecdote, on a vendu les Clubman Mini au Peninsula. c'est vous? Oui. Très bien. Est-ce que c'est vous qui avez vendu les vélos? Il y a des vélos BMW. Les vélos Les vélos aussi, aussi. oui. Ouais. Les fameux vélos. Oh là là. Mon rêve pendant des années, j'ai jamais pu monter sur ces vélos-là. Et pourtant, je les ai gardés pendant des nuits entières. Je vais vous raconter ça. Eh bien, merci, parce qu'ils sont absolument magnifiques. Et on a rendu beaucoup de clients ravis avec ces vélos et on a emmené beaucoup de clients dans les Mini pour aller faire du shopping partout dans Paris. Très bien. Et donc, arrive la préouverture de Peninsula. Je vois ça dans les journaux. Personne à Paris ne sait ce que c'est que la marque Peninsula. Peninsula, il faut s'imaginer, c'est un groupe extrêmement connu en Asie. Le Peninsula Hong Kong, c'est l'hôtel le plus emblématique et le plus ancien d'Asie, 1928. C'est vraiment une référence. En Europe, en revanche, personne ne connaît la marque. Mais moi, qui lis les journaux spécialisés, je guette. Et là, on a une journée de recrutement qui va se faire. Je suis tellement apeuré de ne pas avoir un poste que je candidate en tant que réceptionniste. J'ai appris de ma leçon précédente et je veux, coûte que coûte, entrer dans l'établissement pour vivre ce moment d'histoire. Une autre anecdote amusante, on est dans un hôtel qui est donc fermé. On ne peut pas faire les recrutements puisqu'on est en travaux. Et là, on est recruté dans le 16e, dans un autre bâtiment. Imaginez que ce jour-ci, je suis rentré avec plus de 300 candidats dans une salle et qu'il y avait plus de 300 recrutements par jour qui ont été faits. Il y a 500 candidats qui ont été recrutés en 48 heures pour le Peninsula. 200 chambres, à peu près 500-600 employés au moment de l'ouverture. Ils ont quasiment tous été recrutés à ce moment-là. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça fait en termes de nombre d'entretiens et la pression que j'avais d'être avec des dizaines de candidats et savoir qu'autour de moi, il n'y en a que quelques-uns qui allaient sortir. Star Academy à côté, c'est rien. Me voici qui suis pris au Peninsula. On est le 1er juillet 2014 et là, les portes s'ouvrent pour nous, le personnel, avec un casque sur la tête, puisque l'hôtel est encore en travaux. Et on nous dit, dans un mois, l'hôtel ouvre. Donc imaginez un hôtel fermé, il y a les murs, un peu de décoration, de la poussière partout, des chambres dans lesquelles il n'y a pas de lit, pas de mobilier, rien du tout. Et on nous annonce qu'il va falloir ouvrir cet établissement dans 4 semaines. Pendant ces 4 semaines, j'ai énormément appris sur moi et sur le collectif. Parce que, et c'est selon moi la clé pour performer dans le service, c'est que certes, vous pouvez être seul face aux clients, mais il y a des dizaines de personnes autour de vous. Et il s'agit de collaborer tous ensemble. Il ne s'agit pas juste d'être plein de talents individuels, mais il s'agit d'arriver à collaborer, à communiquer tous ensemble. Et je suis très reconnaissant des managers que j'avais à cette époque qui m'ont inculqué cette mentalité-là, cet esprit d'équipe. En 4 semaines, seul, vous ne faites rien du tout. En 4 semaines, quand vous êtes des dizaines de collaborateurs et que vous arrivez à collaborer main dans la main, vous ouvrez un hôtel qui deviendra un palace. Et ça, c'est une vraie leçon. Et aujourd'hui, si je devais rouvrir un établissement, je travaillerais d'autant plus sur cet esprit d'équipe, cette force-là, créer cette cohésion, ce team building pour que mes collaborateurs sachent qu'ils puissent compter les uns sur les autres. Et moi, je pense que je n'aurais pas tenu aussi longtemps, et même tant d'années après, je serais resté 5 ans en tout au Peninsula, sans ce fameux esprit d'équipe qui m'a soutenu, qui m'a drivé tout au long de ma carrière péninsulienne, si on peut le dire comme ça. Le 1er août, les portes s'ouvrent. Et là arrivent les premiers clients au sein du Peninsula. Des clients qui viennent du monde entier, certains habitués à la marque, et avec des attentes que vous pouvez imaginer extrêmement élevées, qui payent plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'euros par nuit. Le challenge que c'est d'ouvrir les portes, et dès la seconde où le premier client rentre, vous devez être au niveau qui vous est demandé. Vous n'avez eu que 4 semaines pour vous préparer, et là, je parle pour moi, à ce moment-là, je fais déjà partie des plus anciens. On a des collaborateurs qui sont arrivés 3 jours avant.
qui vont devoir accueillir des clients et leur mettre ce niveau d'excellence. Eh bien, je l'ai appris de manière très douloureuse, mais l'excellence, ça prend du temps. L'ouverture du Peninsula, peut-être tout le monde ne vous le dira pas, du point de vue qualité de service, ça a été un échec. Et peut-être que vous étiez client à cette époque, peut-être que vous avez eu l'occasion d'aller au lobby, qui aujourd'hui est un lieu de renom. Eh bien, c'était une catastrophe. 45 minutes pour un cappuccino. Parce que vous aviez certes des talents, mais qui ne savaient pas jouer ensemble, comme dans une équipe de foot. On peut mettre les meilleurs joueurs du monde, s'ils ne savent pas se faire des belles passes, à la fin, vous avez un résultat au score. Et bien chez nous, le score, c'était 45 minutes d'attente, des clients insatisfaits. J'ai un souvenir extrêmement douloureux de 1 heure après l'ouverture, un client qui vient me voir et qui me dit « Vous faites honte à la marque Peninsula ». Parce que, alors en l'occurrence, il s'adressait à moi en tant qu'ambassadeur de la marque, finalement, mais je l'ai pris très personnellement, en me disant qu'avec tout ce travail qu'on avait fait, les uns et les autres, quelle déception de ne pas être au niveau. Et il nous a fallu des mois et des mois pour remonter la barre. Parce que oui, l'excellence, ça se joue dans les détails, ça se joue dans la collaboration et ça se joue à tous les moments. La constance de service, c'est ce qu'on a de plus difficile à obtenir. Que le client qui arrive devant par le voiturier soit parfaitement accueilli, qu'il soit reconnu, accompagné vers la réception, salué, peut-être un manager qui va venir, le concierge qui connaît déjà son itinéraire, une chambre parfaitement préparée, le service de la couverture fait en temps et en heure le soir, la bouteille de champagne qui est mise à la bonne température, pas avec l'étiquette qui se décolle parce qu'elle a été mise des heures dans des glaçons. Le petit déjeuner qui se passe parfaitement, le check-out, tous ces éléments-là qui font partie d'un parcours client, eh bien, ça prend énormément de temps. Et si je le ramène dans votre secteur, je suis sûr que vous faites déjà plein de parallèles dans votre esprit. Le client, il ne fait peut-être pas un check-in et il ne dort pas dans une chambre, mais il arrive aussi dans votre boutique pour vivre une expérience. Et il va vivre différents moments. Et si dans ces différents moments, dans ce qu'on appelle des moments signatures dans notre jargon, eh bien si dans ces différents moments, il y a de la déception, de quoi est-ce que vous pensez qu'il va se souvenir? Probablement de la partie basse de l'équation. Et donc il va falloir être le plus optimum possible. Évidemment, ça prend beaucoup de temps. Dans ces années que je passe au Peninsula, 5 en tout, j'ai la chance de grandir très très vite. Probablement parce que j'avais les bons managers. J'ai été bien mentoré, et ça aussi je pense que c'est une clé, être bien accompagné dans son parcours. Et enfin, je crois que mes diplômes m'ont servi à ce moment-là, puisque 10 mois plus tard, je deviens chef de brigade, donc je deviens un superviseur de la réception, j'ai à ma charge une partie de l'équipe, et 10 mois à nouveau plus tard, je deviens directeur de nuit. Alors là, directeur de nuit, c'est le poste responsable de tout le monde la nuit. Donc je suis le seul manager en charge du haut de mes 24 ans. J'ai un peu moins de boutons qu'à l'époque raconté tout à l'heure, mais je suis toujours un peu frêle et je dois quand même diriger des gens qui ont 2 fois mon âge, qui travaillent dans des départements de sécurité, le fameux housekeeping aussi, donc le service de nettoyage des étages. Parce que oui, à quel moment est-ce que vous pensez qu'on nettoie dans ces hôtels-là? Le marbre, il est illustré. On ne peut pas le faire pendant qu'il y a des clients qui passent, donc on le fait pendant la nuit. Si vous avez déjà eu l'occasion de rentrer dans le lobby principal du Peninsula, il y a une œuvre d'art qui tombe du ciel qui s'appelle Dancing Leaves. 700 feuilles de cristal. Je peux vous assurer que je les ai déjà comptées. Une personne attitrée dans tout l'établissement pour les nettoyer une par une fois par mois. Sous ma responsabilité, on en a déjà cassé. Et je peux vous assurer que j'ai passé moi un très mauvais moment le lendemain. Et donc, je dois manager des personnes, ça c'est un challenge, et je dois aussi traiter avec des clients parfois extrêmement difficiles. La nuit, tout est plus compliqué. Les gens ne sont pas dans le même état. On n'a pas toujours la même patience, donc les rapports sont un petit peu différents. Et donc j'apprends, et c'était une nouvelle leçon pour moi, à me positionner comme un manager, comme un directeur, et surtout comme un ambassadeur, un représentant de l'établissement. Et donc il faut que quand un client insatisfait appelle un manager, eh bien vous avez le gamin de 24 ans qui arrive, qui doit montrer à ce client qu'il va être parfaitement pris en charge, qu'on le prend très au sérieux, et qui peut avoir confiance. Donc créer ce relationnel-là avec ce client pour transformer un insatisfait en un client satisfait et qui un jour, j'espère, deviendra un client fidèle. Aujourd'hui, dans ma poche, dans mon téléphone, la plupart des numéros de clients que j'ai sont des anciens clients insatisfaits devenus fidèles. Ça prend du temps, mais quand on arrive à les retourner, il n'y a pas meilleur client
qu'un insatisfait qu'on a fidélisé par la suite. Il y a ce fameux lien émotionnel très fort qui se crée. Des anecdotes de nuit, j'en ai des dizaines, on m'en demande très souvent. Le challenge, quand on fait ce genre de travail, c'est l'inattendu. Moi, ce que j'aime, c'est tout préparer. J'aime bien anticiper. Sauf que quand vous commencez la nuit, il y a plein d'événements inattendus. Des collaborateurs manquants, malades. Quand c'est un cuisinier et que vous n'avez qu'une seule personne en cuisine, puisqu'on n'est pas la journée, il n'y a pas de remplaçant, c'est difficile. Quand on est, alors là, heureusement, cette fois-ci, on avait un cuisinier, mais je vous raconte cette anecdote, en plein ramadan, et que c'est la rupture de jeûne, c'est-à-dire qu'il est 22 heures, et que là, d'un coup, vous avez la moitié de votre hôtel qui est rempli de Moyen-Orient, qui prend le téléphone en même temps pour vous passer 45 commandes, et que les commandes, il les faut tout de suite, parce que quand vous n'avez pas mangé depuis la veille, je peux vous assurer qu'il ne faut pas que ça traîne. Et donc moi, de remonter les manches avec mes équipes, parce que là, vous n'êtes plus directeur à ce moment-là. Vous êtes juste un opérationnel comme tout le monde. Et il ne faut jamais oublier ça. C'est qu'on est sur le terrain avec les équipes, et les clients qui sont en chambre, eh bien, ils ont besoin que leurs assiettes soient apportées le plus rapidement possible, peu importe par qui. Et donc, le cuisinier en bas, moi en train de remonter les manches avec des chariots, la sécurité, le personnel des étages, pour que nos clients soient satisfaits. Et c'est le prisme que j'ai gardé tout au long de ma carrière et que j'ai essayé d'inculquer autour de moi, d'avoir cette dynamique de satisfaction client. Si on est tous tournés vers le même objectif, c'est tellement plus facile de travailler ensemble, de communiquer. On peut avoir des désaccords, mais à un moment, on va tous regarder la même direction. Là, j'ai 45 clients qui veulent être servis dans 25 minutes. Il n'y a plus de « on n'est pas d'accord, nanana, mais tu m'as pris la tête, mon planning ». On va tous se concentrer et on va aller dans la même direction. Après, on réglera les détails. Et ça, c'est vraiment une dynamique que j'ai apprise au sein de ces maisons-là, d'aller vers quelque chose qui est plus grand que nous, qui est la satisfaction de nos clients, d'aller tous dans cette même direction. Les mois et les années passent, quelques-unes de nuit. Je repasse de jour, un autre poste de manager. Et quand on monte dans la pyramide hiérarchique, eh bien, plus on la grimpe, moins il y a de postes disponibles. Le poste de chef de réception n'est pas libre. C'est le moment pour moi de tourner la page Peninsula. Et on m'appelle dans un autre établissement pour aller faire ce qu'on pourrait appeler une post-réouverture. Un hôtel qui a été ouvert sous une marque, racheté 6 mois après sous une autre marque, et donc 2 ouvertures qui se passent dans la même année. Un brouhaha, quelque chose de très compliqué à gérer, un petit peu complexe d'un point de vue process, tout ce que j'aime. Donc je fonce là-dedans, et vous l'aurez peut-être compris à travers mon discours, dans ma carrière, j'ai cherché autant que possible à m'amener des challenges, à m'amener des difficultés. Parce qu'en fait, c'est dans la difficulté qu'on progresse. C'est quand vous avez des challenges que vous êtes obligé de sortir de votre zone de confort et que vous allez développer des compétences. C'est pour ça qu'au début, je me suis confronté à toutes les réclamations et qu'après traiter des réclamations, c'était quelque chose d'agréable pour moi, que j'adorais faire. Mes équipes qui m'appelaient en me disant « il y a une réclamation », je dis « oui, super, je vais apprendre. Je vais apprendre d'un client, je vais me challenger et potentiellement ce client-là va devenir un des clients les plus fidèles de notre établissement par la suite. » J'adorais ça. Et donc là, autre challenge, celui de un peu plus de processer un établissement, j'y vais. Sauf que rapidement, on arrive en 2020, en mars. Je crois que vous vous souvenez de ce qui s'est passé. Il m'est arrivé quelque chose qui, dans la vie d'un hôtelier, ne devrait jamais arriver. On a fermé un hôtel. Un hôtel, c'est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et là, moi, j'ai cette image tellement forte de fermer des portes et de mettre un gros cadenas sur la porte. Fini. Et on nous dit, dans quelques semaines ou quelques mois, on vous tiendra au courant. La direction qui me dit ça. Les quelques mois auront duré 1 an et demi. On n'a jamais rouvert avant fin 2021 parce que pas suffisamment de clientèle sur le marché parisien pour remplir notre hôtel. Donc il y avait un choix stratégique qui a été fait. Et donc moi, je quitte le Peninsula, c'est l'hôtel de Berry à ce moment-là. Je quitte cet hôtel et je vais me confiner. Alors j'avais de la chance d'avoir pu mettre près de ma belle famille en Bretagne et je prends un petit peu l'air. Et donc là, je rentre hôtelier en confinement et je vais ressortir entrepreneur. Pendant cette année et demie, alors imaginez qu'on passe de, probablement ça vous est arrivé, mais moi j'avais un rythme de 50-60 heures semaine, samedi, dimanche compris, à rien. Plein de temps libre. Et donc je me mets à consommer de façon boulimique des livres, des podcasts, des vidéos, d'apprendre sur plein de sujets. En fait, moi, les 15 dernières années de ma vie ont été dédiées à l'hôtellerie-restauration.
Et je découvre qu'il y a d'autres milieux qui existent, qui me passionnent, l'entrepreneuriat, le marketing. Et donc j'apprends et je grandis comme ça. Et quelques mois plus tard, je me dis, mais c'est quand même fou, moi j'écoute des podcasts toute la journée. J'aurais adoré, quand j'étais déjà étudiant, avoir un podcast sur l'hôtellerie-restauration et pourquoi pas sur l'excellence de service, puisque vous l'aurez compris, en filigrane, c'est tout ce dont je parle, c'est tout ce que j'aime. Il n'y a personne qui parle de ça, c'est quand même dingue, ni dans le podcast francophone, ni dans le podcast anglophone. Et donc, je lance mon propre podcast qui s'appelle Hospitality Insiders, qui aujourd'hui, 5 saisons plus tard, est devenu le premier podcast hôtelier dédié à l'excellence de service. Il y a un épisode qui sort par semaine et chaque fois, je vais à la rencontre d'un invité passionnant qui peut être un leader de notre secteur, un dirigeant d'hôtel. D'ailleurs, j'ai eu le directeur du Lutetia il y a quelques mois, que pour l'anecdote, j'ai recroisé aux toilettes tout à l'heure. On était très contents de se souhaiter la bonne année. Et j'ai des pâtissiers, j'ai des sommeliers, j'ai plein de personnes qui n'ont pas le temps d'aller dans les écoles et discuter. Et moi, je peux leur tendre le micro et ensuite les étudiants ou les jeunes professionnels, les personnes qui ont envie de se passionner, peuvent écouter ceci. Ça, c'est la partie média que vous voyez juste ici, qui est intégrée dans le reste d'un écosystème. J'ai aussi une partie expertise, éducation pour un pilier. Donc, je donne des cours en école hôtelière, puisque vous l'avez probablement saisi, la transmission, c'est quelque chose d'essentiel pour moi. D'être auprès des plus jeunes et que des professionnels leur parlent en leur disant « Regardez ce que vous pouvez faire. Regardez comment vous pouvez être peut-être, comme moi, un mauvais élève, un cancre, et pour autant, quand vous avez trouvé la bonne voie, vous épanouir, vous éclater dans ce métier. » C'est vraiment ce que j'essaie de transmettre. J'ai également toute une partie auprès des entreprises, alors bien sûr des conférences, mais aussi de l'audit, du conseil, des formations. Et en parallèle, j'ai lancé il y a quelques semaines toute une partie en ligne avec une communauté notamment en ligne pour pouvoir toucher un maximum de personnes sans limite de temps et d'espace. Donc c'est la partie Academy Hospitality Insiders avec la communauté. Ce que l'entrepreneuriat m'a appris et continue de m'apprendre, c'est que dans tout problème, il y a des opportunités. Et j'ai complètement changé d'état d'esprit par rapport à ça. Et donc en 2021, quand l'hôtel de Berry où je travaillais rouvre, je discute avec eux et je leur dis je viens avec vous pour faire la réouverture pendant 1 mois et demi. Je vais former les équipes. Sauf que moi, entre-temps, j'ai créé mon entreprise, ils l'avaient vu sur les réseaux et donc je vais me dédier complètement à ça, ce qu'ils ont accepté. Entre-temps, j'avais déménagé à Bordeaux. Et me voici donc, fin 2021, pleinement entrepreneur. Arrive une autre partie importante de ma vie. Toujours en 2021, toujours en 2020 précisément, au début du confinement, je reçois un email du comité organisateur du concours Un des meilleurs ouvriers de France. Pour vous résumer ce que c'est que le meilleur ouvrier de France, ça a été brièvement introduit tout à l'heure, c'est un examen et non pas un concours. Pourquoi un examen? Parce qu'il peut y avoir plusieurs gagnants ou aucun, ce qui est souvent arrivé. Dans différentes classes, il y a un peu plus de 200 classes de meilleurs ouvriers de France. Je suis sûr que vous connaissez les plus fameuses, cuisine, pâtisserie, sommellerie, avec ce fameux col bleu, blanc, rouge qui matérialise le titre Un des meilleurs ouvriers de France. Peut-être que vous connaissez moins les MOF, couvreurs, selliers, peut-être dans la bijouterie, également dans la coiffure. On a des meilleurs ouvriers de France dans tous ces corps. Et le MOF existe depuis 100 ans. On a fêté les 100 ans en juin dernier, lors d'un bel événement par ailleurs. Et dans la classe réceptionniste en hôtellerie, ça n'existait pas. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de corps de métier qui sont représentés dans l'hôtellerie-restauration, mais pas le mien. Donc c'était une grande frustration dans les premières années de ma vie, puisque quand vous rentrez en école hôtelière, on vous parle beaucoup du MOF. Le MOF, c'est le Graal. On regarde tous les MOF. J'ai pu en rencontrer quelques-uns dans ma vie. J'aimerais devenir cette personne. D'ailleurs, il y a des étudiants qui rentrent en école hôtelière pour être MOF. C'est ça qui les motive. Et 2015, j'apprends que le concours est créé dans la classe réceptionniste en hôtellerie. Je vous rappelle qu'en 2015, je suis au Peninsula, je suis déjà réceptionniste. J'aurais pu candidater, mais je me suis déjà cassé les dents à ne pas avoir un poste de manager quelques mois avant. J'ai beaucoup perdu en confiance et je me dis, peut-être que ce n'est pas le bon moment. Peut-être qu'il faut continuer de prendre de l'expérience et d'y aller quelques années plus tard. 2018, le MOF, c'est à peu près tous les 3 ans, tous les 3-4 ans en fonction. Je ne candidate pas. J'ai bien fait puisque cette année-là, il y a eu 0 candidats qui ont eu le titre. Une seule personne en 2015, 0 en 2018. Et en 2020, je reçois ce mail et je me dis, cette fois, c'est mon tour.
Et donc je candidate. Croyez-le ou non, je l'oublie. C'est-à-dire que j'oublie que j'avais candidaté, puisque pendant plus de 2 ans, on n'a aucune nouvelle. C'est la Covid, tout le monde est confiné, il ne se passe rien. Et à la fin de l'année 2022, un nouvel email en nous disant « Coucou, si ça vous intéresse, dans 5 semaines, on va mettre en place les épreuves qualificatives. » Et donc, je me retrouve à préparer en quelques jours, quelques semaines à peine, ces épreuves qualificatives. Et là, s'il avait vraiment fallu tout préparer, je peux vous assurer que je n'aurais même pas passé les premières épreuves. Heureusement, ce métier-là, comme le vôtre, ce que j'ai acquis pendant des années, 15 ans, est là, est ancré en moi. Donc, je n'ai pas eu besoin de tout réapprendre, ce qui fait que j'ai pu être assez à l'aise sur la partie qualificative. Et j'arrive à passer ce premier niveau, qui n'est pas du tout le plus compliqué. Dans les examens des meilleurs ouvriers de France, la partie la plus difficile, c'est l'épreuve finale, qui existe dans toutes les classes métiers. On a ce qu'on appelle un chef-d'œuvre, une œuvre, il y a plein de jargons différents que l'on doit présenter. Et moi, j'ai un sujet qui est très loin de la réception. J'ai un sujet de RSE et de parcours collaborateur. Ah, waouh! Je peux vous assurer que les autres réceptionnistes qui candidatent avec moi, on avait échangé quelques messages, tous un peu atterrés, qu'est-ce qu'on va faire de ça? Le réceptionniste que j'étais aurait été perdu. L'entrepreneur que j'étais devenu, lui par contre était très à l'aise avec ce sujet. Problème, solution. Donc j'ai eu 5 semaines également pour mettre en place une solution. Ma solution à moi, c'était de cartographier un parcours collaborateur et de créer une application que j'ai créée de A à Z pour pouvoir la mettre à disposition du jury, le jour J. Et donc j'arrive le jour final pour présenter mon œuvre et j'ai une épreuve de management. Je rentre dans la salle pour passer l'épreuve avec 2 autres candidats et je dois animer un briefing. Et là, je lève les yeux. Il y a des jurés qui sont en train de nous observer, ils sont 6. Devinez sur qui je tombe. Augustin Hernandez. Augustin Hernandez qui est là, nez à nez face à moi, qui me regarde. Je vous rassure, entre-temps, ce personnage un petit peu agressif et en colère a raison 15 ans plus tôt, est devenu un mentor et quelqu'un de très important pour moi. Pour autant, je n'étais pas au courant qu'il serait là puisqu'il y avait une obligation de confidentialité. Retenez bien ça, que dans une vie, on ne sait jamais qui on va retrouver. Entretenez correctement vos relations, que ce soit avec des collaborateurs, des amis, des ennemis, qui vous voulez dans la vie. Vous risquez de vous recroiser. On est dans des tout petits univers. Et Augustin Hernandez m'a appelé quelques semaines plus tard pour me dire que j'avais obtenu le titre un des meilleurs ouvriers de France. Et donc je suis le seul à l'avoir obtenu l'année dernière en 2023, ce qui fait que nous sommes 2 dans l'histoire de l'examen à l'avoir eu. Donc c'était d'autant plus une fierté pour lui d'avoir vu son jeune poulain qui m'a accompagné. On avait passé bien sûr de l'eau avait coulé sous les ponts depuis cette première dispute qui était celle de notre rencontre. Et voilà, beaucoup de liens. Et je pense que c'est quelque chose aussi qu'il faut continuer d'entretenir, ce lien avec ces mentors, ces personnes qui vous font grandir. Donc me voici titré. Et jusqu'à maintenant, je vous ai parlé beaucoup de travail. Bon, il faut dire que c'est quand même une grande partie de ma vie que le travail, vous l'avez probablement déduit, inutile de le dire, c'est également une passion. Je pense que sinon on ne peut pas s'y investir autant. Et je ne vais pas vous faire des conseils que vous connaissez déjà, mais travailler dans un environnement qui nous passionne et de manière générale faire quelque chose qui nous passionne, ça rend la vie tellement plus facile. C'est tellement plus facile de travailler même la nuit, même les week-ends, quand les copains sont au repos, quand vous faites une activité que vous adorez. Pendant toutes ces années, et Dieu sait que j'en ai fait des heures, jamais j'ai eu l'impression de souffrir ou d'être obligé. Je me suis toujours levé le matin, ou la nuit en l'occurrence, avec beaucoup d'envie. J'ai un seul regret, c'est que pendant toutes ces années-là, j'ai consacré tellement d'heures à mon métier que parfois au détriment d'autres activités. Le sport notamment. J'en ai toujours gardé un petit peu, mais je n'ai pas pu pousser autant que je voulais. Et moi, mon sport, ma passion, c'est le triathlon. Tout le monde sait ce que c'est que le triathlon. Dans le triathlon, comme un seul sport ne nous suffit pas, on en a 3. On commence toujours par la natation, le vélo et la course à pied. Extrêmement rigoureux, c'est toujours le même ordre. Et chez nous, il y a un Graal. Chez les coureurs, il y a le marathon. Et nous, les triathlètes, nous avons l'Ironman.
l'Ironman, c'est une course très longue distance. Bon, c'est aussi une marque, on passera les détails. Et un Ironman, c'est quoi? C'est 3,8 km de natation, c'est 180 km de vélo avec le dénivelé qui va bien et 42 km, donc un marathon à la fin, comme une petite cerise sur le gâteau quand vous êtes déjà crevé. J'aime autant vous dire que quand vous devez courir un Ironman, vous n'y allez pas en vous réveillant le matin en vous disant « Tiens, si j'allais faire ça ». Ça se prépare. Ça se prépare pendant des mois, voire des années. Et c'est un des messages que j'avais envie de vous passer aujourd'hui, c'est que quand vous avez des objectifs élevés, prenez le temps de les préparer, planifiez-les. Et moi, ma préparation à l'Ironman, ce qu'elle m'a appris, c'est bien sûr la discipline, la rigueur, parce que vous avez intérêt à être très rigoureux, très précis, et à savoir gérer votre corps, votre métabolisme correctement, pour pouvoir vous entraîner parfois 2 fois par jour, 10 à 15 heures semaine. En plus, ça c'est paradoxal, en période entrepreneuriale. On est en 2022, quand je vais courir mon premier Ironman, c'est ma plus grosse année entrepreneuriale, celle où je suis en train de faire décoller mon entreprise. Et donc c'est celle qui me demande le plus de temps et d'énergie d'un point de vue entrepreneurial. Je dis que c'est paradoxal parce qu'on pourrait se dire, il est complètement débile, non seulement il va passer des heures à créer sa boîte, mais en plus il va aller se mettre 15 heures d'entraînement par semaine. Et bien paradoxalement, c'est probablement ça qui a fait que je ne suis pas ni parti en burn-out et que j'ai bien géré ma première année entière entrepreneuriale. Pourquoi? Parce que quand vous vous entraînez 15 heures par semaine, vous dormez bien, vous êtes obligé de récupérer correctement. Vous êtes obligé de manger et boire correctement. Votre organisme devient votre outil de travail. Et en fait, aujourd'hui, avec le recul, c'est quelque chose que je m'applique encore. Alors j'ai couru cet Ironman, j'ai adoré cette expérience. Aujourd'hui, je n'en cours plus, peut-être que j'aurai l'occasion d'en refaire. Mais j'ai gardé cette habitude-là, de prendre soin de mon corps comme si j'étais un athlète de haut niveau. Pourquoi? Parce que j'ai envie d'être le meilleur dans ce que je fais. Et je ne parle pas du meilleur par rapport aux autres. Je peux vous assurer que le jour de la compétition, il y avait des centaines de personnes devant moi. Je parle d'être le meilleur par rapport à moi-même. Et pour ça, eh bien, ça demande de l'engagement au quotidien. Ça demande de l'implication. Ça demande de bien prendre soin de soi, de son corps et de son esprit, de sa tête. Parce que le vrai moteur, il est là. Quand vous avez 10 heures d'effort dans les jambes, ce n'est plus vos jambes qui vous emmènent, c'est votre tête. Quand vous êtes au fond du gouffre dans l'entrepreneuriat ou dans des moments de difficulté dans l'entreprise, ce n'est pas vos jambes qui vont vous porter. C'est ici que ça se passe, dans votre tête. Et donc vous avez intérêt à l'avoir bien structuré, à avoir bien préparé votre esprit et pour justement être prêt à affronter ce genre d'épreuve, être dans un état d'esprit d'athlète. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de vous transmettre parce que je pense que dans tous les corps de métier et dans toute la vie, on devrait se traiter comme ça, avec cet état d'esprit d'athlète. Quand j'arrive devant vous aujourd'hui, eh bien, je m'assure d'être dans le meilleur état de forme possible parce que j'ai envie de vous donner le meilleur. Comme un athlète qui viendrait courir une compétition, vous n'imaginez pas qu'il va faire la fête jusqu'à 4 heures du matin la veille. Évidemment pas. Donc ça, je pense que c'est essentiel d'avoir cette dynamique-là. Et si vous regardez la photo, c'est un autre point qui, moi, m'a été essentiel dans ma carrière d'entrepreneur, enfin ma carrière, ma vie d'entrepreneur et ma mini-vie de sportif, c'est la famille. Les gens que vous voyez là, c'est ma famille. Ça c'est eux après 12 heures d'attente qui sont là en train de me supporter. Et c'est un autre ancrage qui, je pense, est essentiel. On voit toujours une seule personne, celui qui est dans la lumière. On ne voit pas tous ceux qui sont derrière, qui soutiennent. Et c'est extrêmement important d'être reconnaissant de cet équilibre et de prendre soin de son entourage, de prendre soin de ces gens qui, finalement, eh bien, m'ont permis d'être là aujourd'hui. Ce n'est pas eux qui auront la médaille, ce n'est pas eux qui ont eu le titre un des meilleurs ouvriers de France, mais c'est eux qui me supportent depuis le premier jour. Ce n'est pas facile tous les jours pour eux, autant vous le dire. Toujours en 2020, décidément, quelle année. Cette fois-ci, ma fac à Chambéry me contacte pour une conférence TEDx. Est-ce que vous savez ce que c'est que TED? Oui. TED, c'est un organisme américain de conférences de format assez court, c'est 18 minutes le format maximum, généralement vous voyez au milieu d'un cercle rouge comme celui qu'on voit ici. Et vous avez des licences qu'on appelle des licences X qui sont distribuées un petit peu partout dans les grandes facultés, facultés et écoles, un peu partout dans le monde.
Et moi, j'ai la chance d'être sélectionné en 2020 pour animer une conférence. J'ai choisi comme thème le luxe expérientiel. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est un mot qui vous parle, qui fait écho, le luxe expérientiel. Et donc, je décide de raconter, à travers mes yeux, à travers les yeux de celui d'un réceptionniste, le parcours de Théo et Léa, qui sont des clients dans un hôtel. Et en fait, Théo et Léa sont des clients habitués au Palace. Ils ont l'habitude de séjourner dans des Lutetia ou dans les péninsulas. Évidemment, je ne cite pas de nom, je laisse l'imaginaire s'inventer l'établissement de leurs souhaits, mais la logique est toujours la même. Pour satisfaire un Théo et Léa, ça demande beaucoup d'anticipation. Connaître leurs besoins. Pourquoi est-ce qu'ils viennent? Est-ce qu'il y a une occasion spéciale? On vient rarement dans nos établissements sans raison ou occasion spéciale. Établissement comme celui-ci. De la même manière qu'on ne vient rarement dans une concession comme BMW sans une occasion ou une envie spéciale. On ne va pas acheter des bonbons chez vous. On vient vivre quelque chose de beaucoup plus fort. Donc la question qu'on se pose, c'est pourquoi est-ce que nos clients viennent? Et quand on peut, aller chercher cette information. Aller connaître les profils que sont Théo et Léa. Voilà, quelles sont leurs préférences, quelles sont leurs habitudes pour pouvoir les surprendre. Et ensuite, s'assurer que leur parcours au sein de notre établissement soit un enchaînement de détails qui n'en sont pas. Chaque détail compte dans l'hôtellerie de luxe et dans le luxe expérientiel. Chaque détail fait la différence. Et cette accumulation de détails qui va faire une expérience globale la plus positive possible. Il va falloir s'assurer qu'on soit bien sûr dans une expérience la plus fluide possible, dans le sens efficace, mais est-ce que vous pensez que ça suffit pour faire du luxe expérientiel? Bien sûr que non. Il va falloir ajouter de l'émotion. Et l'émotion, c'est les êtres humains que Théo et Léa vont rencontrer, donc le réceptionniste, le bagagiste, le gouvernant, toutes ces personnes qui vont interagir avec notre client pour les reconnaître, leur faire une touche personnalisée, être là pour anticiper leurs besoins, faire un cocktail au bar avec l'ingrédient préféré de madame. On le sait, on a récupéré cette information. Peut-être d'aller préparer la chambre et de mettre des fleurs, les préférées de leur couple ou celles que monsieur a offertes au moment de la demande en mariage. Tous ces détails-là qui vont faire une expérience de luxe expérientiel. Donc vous voyez qu'on peut pousser extrêmement loin. C'est ce que je raconte dans cette conférence, ce que j'essaie de synthétiser ici aujourd'hui pour vous. On peut aller très très loin dans ce qu'on a envie de faire pour nos clients pour essayer que leur expérience soit la plus unique possible. Parce que moi, dans ma vie, j'ai accueilli des centaines de Théo et Léa. Mais ils étaient tous différents. Peut-être que pour moi, c'était juste un client de plus, mais pour eux, c'était peut-être la première et la seule fois de leur vie qu'ils entraient dans un établissement comme le mien. Et gardez ça en tête quand vous avez un client qui rentre dans votre boutique. C'est peut-être la seule fois de sa vie qu'il va rentrer chez BMW Mini. Assurez-vous que l'expérience que vous allez lui faire vivre, elle soit unique et la plus positive possible et adaptée à ses besoins. C'est aussi un des challenges dans notre métier qui va être d'ajuster son comportement à la personne, à sa culture, à sa langue, mais aussi à son état d'esprit. Est-ce que madame, monsieur sont pressés, stressés? Est-ce qu'au contraire, ils ont le temps? Est-ce qu'ils ont envie qu'on leur donne beaucoup d'attention et de reconnaissance? Est-ce qu'au contraire, ils veulent quelque chose de plutôt discret? Donc ça, il faut être capable de le sentir avec beaucoup d'empathie. Ce sont des qualités essentielles dans notre métier pour deviner. Moi, j'aime bien dire que l'empathie, c'est comprendre ce que le client nous dit et surtout ce qu'il ne nous dit pas. Et donc ça passe par une posture d'écoute active. Vous voyez, quand je suis en écoute active, je suis tourné vers vous et j'essaie de comprendre, de ressentir ce que vous voulez me dire. Je ne peux pas être en écoute active si je suis là en train de regarder comme ça. Et ça, dans les métiers de service, croyez-moi, on a beaucoup tendance à le faire. Peut-être chez vous, comme chez nous dans les hôtels, on oublie que le client, il vient vivre un moment exceptionnel parce qu'on est pris dans notre quotidien. Et moi, je vous invite vraiment à lever la tête vers chaque client et à garder ça à l'esprit. Comme si vous arriviez pour la première fois, eh bien, ce client-ci, voilà, au moins l'accueillir par le regard, lui sourire, pourquoi pas faire un pas vers lui, se mettre à disposition par la posture. Et après, si vous avez besoin de repartir vers une activité, si le client ne souhaite pas plus dans l'interaction. Mais ça change tellement l'émotion que vous allez créer, la connexion que vous allez créer, parce qu'il s'agit de ça, de connecter, pour ensuite pouvoir construire quelque chose
autour de cette relation-là. Et donc, on peut se poser la question, et je vais peut-être reprendre quelques points clés de tout ce qu'on s'est dit pendant ces dernières 45 minutes, de comment est-ce qu'on peut transposer tout ça dans votre quotidien. Je pense, j'espère que c'est ce que vous avez ressenti, que votre quotidien et le mien, finalement, ils ne sont pas si différents que ça. On vit des moments d'interaction avec des clients. Ensuite, le contexte est différent. Le vôtre est automobile, le mien est hôtelier, mais finalement, on a des interactions de service avec des clients satisfaits ou insatisfaits qui, dans tous les cas, il va falloir rendre heureux, le plus heureux possible, et leur faire vivre une expérience la plus positive possible. Et, corrigez-moi si je me trompe, mais vous ne vendez pas des voitures comme je ne vends pas des chambres. On vend des moments d'expérience uniques. Un client qui vient chez BMW, j'ai jamais eu cette chance, j'espère un jour, peut-être chez vous, quand il rentre dans une de vos boutiques et qu'il va dépenser parfois des dizaines de milliers d'euros, eh bien, il ne vient pas juste acheter un véhicule sur 4 roues. Si on vendait que ça, on n'aurait pas beaucoup de clients. Et un client qui vient chez moi dépenser 1 500, parfois 15 000 euros la nuit, à 15 000 euros, ce n'est pas juste un lit confortable qu'il vous faut. C'est beaucoup plus que ça. Et les clients qui viennent chez nous, ils veulent tellement plus de reconnaissance, d'expérience, vivre des émotions fortes. Et quand ils vont repartir chez eux, quand ils vont repartir à bord de votre véhicule, c'est de ça dont ils vont se souvenir, de ce moment mémorable. Et en plus, ils en parleront autour d'eux. Et ils ramèneront d'autres clients. C'est d'autant plus intéressant si on regarde ça à travers le prisme de la rentabilité, le côté commercial qui est essentiel aussi d'avoir. On fait le tour de quelques mots-clés, voir si on en a bien parlé. Tout en haut, là-haut, j'ai parlé d'esprit d'équipe, de collaboration. Peut-être que parfois vous vous êtes senti seul et parfois vous êtes le seul vendeur qui fait signer le client, mais vous n'êtes pas tout seul à travailler. Il y a du monde derrière vous. Il y a des gens dans des ateliers. Il y a des personnes qui, bien sûr, ont conçu la voiture. Il y a des personnes au marketing. Il y a des personnes aux ressources humaines qui ont fait que vous êtes dans les bonnes conditions pour pouvoir travailler aujourd'hui, vous épanouir et faire cette vente. Donc c'est essentiel de garder ça en tête et de travailler cet esprit d'équipe, de le développer. Et en plus, moi je trouve que c'est tellement plaisant d'avoir des victoires à plusieurs. Je vous l'ai raconté à travers mes exemples. Moi, je n'aurais pas aimé partager seul. D'ailleurs, ça ne s'appellerait pas partage auquel cas. Mes victoires, mes succès, j'ai aimé les partager avec des personnes autour de moi. Dans ma carrière au Peninsula et ailleurs, dans ma vie d'entrepreneur, dans ma vie de sportif également. Excellence et constance de service. Qu'est-ce que c'est dur, cette constance de service. Cette excellence, elle passe par d'abord cet état d'esprit que j'ai essayé de vous transposer aujourd'hui. Elle passe par cet engagement de chaque détail, cette précision qu'on va aller chercher, tous ensemble. Et le tous ensemble, il est essentiel parce que c'est trop facile d'être bon une fois avec un client. C'est tellement plus difficile d'être bon tout le temps avec tous nos clients et que tous les collaborateurs soient bons sur toute la chaîne de l'expérience, sur tout le parcours de notre client. Elle est là, la vraie difficulté dans tous les établissements de service. L'unicité, chaque client qui rentre chez vous est unique, mais souvenez-vous aussi que vous êtes unique. L'expérience que le client va vivre avec chacun d'entre vous va être différente. Et l'un va s'accrocher peut-être à monsieur, peut-être que le client suivant, monsieur derrière, parce qu'il y a des traits de personnalité qui vont ressortir. Et ne gommez pas ça, restez unique. Restez les personnes que vous êtes, en vous adaptant bien sûr à l'entreprise que vous représentez, puisque vous êtes des ambassadeurs, j'en parle juste en dessous. Mais pour autant, gardez cette unicité, c'est elle qui fera que vous allez connecter. Et c'est tellement plus plaisant d'être aimé pour ce que l'on est, aussi en tant que personne. C'est un métier qui, derrière tout le côté commercial dont il ne faut pas se cacher, est basé aussi sur la sincérité et sur l'unicité des êtres humains, des personnes. Engagement, je crois l'avoir beaucoup évoqué, l'engagement, il est au quotidien, sont des métiers qui ne se pratiquent qu'à 100%. 100%, sinon rien. Quand vous n'êtes pas pleinement engagé dans votre quotidien, dans votre métier, les clients le ressentent, les collaborateurs le ressentent. Reprenons l'exemple de nos joueurs de football, pourquoi pas, dans une équipe.
Si vous entrez sur le terrain et que vous n'êtes pas pleinement engagé, l'équipe ne gagne pas. Vos coéquipiers vont vous en vouloir et vous allez vous en vouloir dans le vestiaire. Quand on rentre sur le terrain, votre terrain de jeu, on y rentre à 100%. L'empathie, j'en ai parlé aussi. L'empathie, c'est cette capacité à ressentir nos clients, à toujours les comprendre. C'est plus ou moins inné, car c'est lié à beaucoup votre savoir-être, vos caractéristiques propres, mais ne croyez pas que ça ne se développe pas. L'empathie, ça s'affine, ça s'affûte avec le temps. Et j'aime bien cette image du cuisinier, vous voyez, qui va affûter son art à travers un mouvement répété de couteau. Eh bien, vous, de la même manière, vous devez affiner votre art, qui est la vente, le relationnel client, l'après-vente, la gestion des réclamations, en répétant, en répétant, en répétant. Et la répétition, elle est essentielle. Souvent, la répétition, on imagine quelque chose de lassant. Pour moi, il y a quelque chose d'extrêmement plaisant dans la répétition. La répétition est l'itération. On essaye de s'améliorer. Chaque mouvement doit être meilleur que le précédent et moins bon que le suivant. On pratique au quotidien. Et c'est pour ça que ça prend du temps de devenir bon dans ce que l'on fait. Parce qu'il faut des répétitions. Et rappelez-vous, le sportif qu'on a évoqué, ça lui a pris beaucoup de temps, beaucoup d'années avant de devenir excellent. Avant de pouvoir marquer ce panier, pour changer un petit peu de sport, ça lui a pris probablement plein de paniers ratés. Probablement que vous allez vous rater, vous êtes déjà raté avec des clients. Moi, je me suis raté beaucoup de fois. J'ai eu beaucoup de réclamations difficiles dans ma vie. Avant d'affiner, avant de réussir à m'améliorer au quotidien et d'avoir une version qui n'est pas figée, qui continue de se développer. La discipline et la rigueur, je l'ai évoqué dans le sport, elle est essentielle dans votre quotidien. Et rigueur ne veut pas dire, être rigoureux ne veut pas dire rigide. On peut faire preuve de souplesse, d'état d'esprit notamment, mais avoir une discipline, avoir un cadre, ça nous permet de pleinement nous épanouir dans ce cadre-là, de progresser. Et moi, j'ai eu besoin de me donner ce cadre-là pour pouvoir maximiser autant que possible mon potentiel. J'espère que ce n'est pas fini. En tout cas, le fait de donner ce cadre-là m'a énormément aidé. L'émotion, elle a été plusieurs fois évoquée pendant cette dernière heure. L'émotion, elle est le marqueur. Elle est le marqueur émotionnel. L'émotion, c'est elle qui fait qu'on va mémoriser. Le client ne se souviendra pas toujours de ce que vous avez dit. Rarement d'ailleurs. Il ne se souviendra pas exactement de tel ou tel mot. Par contre, il va se souvenir de ce qu'il a ressenti en lui. Et ça, c'est quelque chose qu'on va essayer d'aller utiliser et marquer à chaque interaction avec nos clients. Se préparer comme un athlète, je l'ai bien dit tout à l'heure. Et la joie et le plaisir. La joie et le plaisir pour vos clients. N'oubliez pas que c'est pour ça qu'ils viennent. Pour prendre plaisir, avoir du fun, passer des bons moments. Mais pour qu'eux passent un bon moment, il faut que vous passiez un bon moment. Si vous ne vous éclatez pas dans ce que vous faites, si vous ne prenez pas du plaisir dans votre quotidien, comment voulez-vous que les gens en prennent ? Ça ne peut pas marcher. Puisque eux, vos clients, vont venir se nourrir de ce que vous allez leur donner. Donc c'est essentiel de prendre un maximum de plaisir dans son travail. Je ne suis pas en train de dire que c'est tout rose tous les jours. Loin de là. Moi-même, j'ai vécu des moments et des périodes très difficiles. Pour autant, au travail, je me suis épanoui. J'ai pris plaisir dans mon quotidien. Des moments plus durs que d'autres, où on a profité pour se serrer les coudes entre collègues, passer ces caps-là. Mais toujours avec cette dimension de joie derrière et de savoir pourquoi est-ce qu'on était là, le pourquoi est important là-dedans. Je pense qu'on a fait un bon tour sur tout ce que je voulais vous partager autour de ces mots-clés et j'espère que ça vous aura amené à réfléchir. Je voulais terminer là-dessus en vous disant que l'hospitalité est un art qui se peaufine au quotidien et rappelez-vous que dans le monde du luxe expérientiel, le luxe, c'est vous. Merci de m'avoir écouté et je serai enchanté de répondre à vos questions. Je vous écoute pour les questions-réponses et on souhaite beaucoup de courage au premier, c'est toujours le plus difficile, celui qui se jette à l'eau. Moi, c'est pas forcément une question, d'autant que vous, malheureusement,
Malheureusement, la dernière slide a un peu spoilé la question que je voulais poser. Ah, Mais là où j'étais surpris, c'est que dans les mots-clés Oui. que vous avez gardés, il n'y avait pas la remise en question. Oui. Alors, la dernière slide le fait apparaître un petit peu parce qu'effectivement, on s'améliore au quotidien. Mais à quel moment vous trouvez qu'il est temps de se remettre en question? À quel moment vous pouvez vous dire, je m'écarte un petit peu des paradigmes? À quel moment je me dis, je suis en train de prendre des habitudes qui sont plus les bonnes? Je pense qu'en effet, le quotidien, c'est un bon élément de réponse à ça. J'ai parlé de répétition au quotidien. Je pense de répétition et d'itération. L'itération, c'est la dynamique de s'améliorer entre deux phases, entre deux progressions. Eh bien, je pense que la remise en question, elle est là, elle est au quotidien, dans son travail. Ça ne veut pas dire de tout remettre en question et de douter de tout ce qu'on fait. Ça veut dire avoir conscience de ce que l'on a fait bien et peut-être de s'interroger, comment est-ce que je pourrais m'améliorer. Et moi, dans mon quotidien, c'est quelque chose que je me suis tous les jours demandé. Entre hier et aujourd'hui, je me pose cette question, comment est-ce que je peux encore faire mieux pour progresser, peaufiner parfois juste 1%. Et si on améliore d'1% tous les jours, croyez-moi qu'au bout, la courbe, elle est exponentielle. Donc peut-être qu'on pourrait l'ajouter, mais en tout cas, merci de soulever. Le benchmark avec les autres, c'est aussi quelque chose qui vous anime, d'aller voir un petit peu ce qui se passe ailleurs. D'autres établissements, vous voulez dire? Entre autres, ou d'autres Oui, métiers. Bien sûr. Est-ce que vous nourrissez simplement dans le métier que vous connaissez le mieux, ou est-ce qu'il y a d'autres métiers? On a coutume de dire que, en tout cas pour nous qui sommes dans l'automobile, que l'hôtellerie, en termes d'accueil, et a fortiori dans les palaces, c'est là qu'on trouve la meilleure qualité de service, c'est là qu'on trouve les meilleurs tips, et ainsi de suite. Et vous qui y êtes, où est-ce que vous allez vous alimenter? Alors je pense qu'il y a plein de types d'hôtellerie et il y a plein de régions qui pratiquent l'hôtellerie. Déjà, si je reste dans mon secteur, changeons de pays, changeons de continent. Moi, j'ai eu la chance d'aller en Asie, notamment avec Peninsula, voir comment est-ce qu'on pratique. Et l'hospitalité, l'accueil, on le voit à tout moment. Hier, je leur racontais cette anecdote, on m'a posé la question et je parlais de mon vélociste. Je fais du triathlon, vous l'aurez compris. Le monde du vélo est très important dans le triathlon. Eh bien, moi, chez mon vélociste, j'ai pris une leçon d'accueil la dernière fois. Parce que ce vélociste, quand je rentre chez lui, quand j'ouvre sa boutique, quand je rentre dans sa boutique, eh bien, il arrête tout ce qu'il est en train de faire. Il est en train de bricoler le vélo, il a les mains dans le cambouis, il s'arrête. Et il vient vers moi, il me dit « Bonjour, comment allez-vous? Comment puis-je vous aider ?» Et s'il voit que je suis juste en train de regarder, il retourne bricoler, il me laisse à l'aise, là pour répondre à mes questions. Mais il est capable de se mettre à la place du client qui rentre. Et il y en a des dizaines par jour qui rentrent dans sa boutique. Et ça, c'était l'exemple que j'ai voulu utiliser pour vous tout à l'heure, de se mettre à la place de ces différents clients. Donc je pense que des apprentissages, il y en a absolument partout chez le vélociste. Je pense qu'il faut nourrir son quotidien. Alors moi, je vais vous donner mes pistes, en tout cas mes leviers d'apprentissage. Chez moi, c'est beaucoup le podcast. J'écoute énormément de podcasts de personnes qui travaillent pas que dans l'hôtellerie. D'ailleurs, à part le mien, c'est vrai qu'il y en a très peu dans l'hôtellerie et restauration pure et dure, mais il y en a énormément sur plein d'autres secteurs. L'automobile, je ne m'y suis pas encore mis, peut-être que je devrais commencer. Si vous avez des recommandations, je prends avec plaisir. Mais d'autres secteurs qui font du service client. Je vais prendre un autre exemple qui m'a beaucoup marqué, Apple. Excellent exemple de service client. À chaque fois que je rentre dans une boutique Apple, je suis abasourdi. Qualité de service, l'organisation, la précision. J'arrive à 10h du matin dans la boutique à Bordeaux, manager qui ouvre la porte lui-même, qui nous avertit, monsieur, on va ouvrir dans 3 minutes, je vous invite à patienter de ce côté-ci, je suis un tel, le manager, et il revient 3 minutes après, il me dit, entrez. Il fait ce geste d'accueil, entrez. Je trouve ça formidable dans une boutique qui vend que des téléphones. Alors, encore une fois, ils ne vendent pas que des téléphones, on l'a bien compris, sinon ils ne les vendraient certainement pas à ce prix-là. Et je trouve qu'il y a des belles leçons à les prendre. Donc, peut-être le conseil qu'on peut en tirer, c'est de garder les yeux et les oreilles ouvertes tous les jours, parce que ces exemples, il y en a dans une boutique de vélo, dans une boutique de téléphone, et probablement partout dans notre quotidien. C'est pas une question, mais c'est pour rebondir, et de mon expérience, tout le monde me connaît, et de mon expérience passée, on oublie trop souvent qu'on a un client devant soi. Oui. Et c'est ça la clé. Moi, je veux bien savoir d'où vous venez, justement. Je suis hôte d'accueil à la concession, celle de D'accord. Vélizy. J'ai un passé de directeur magasin, en fait, apporté
la clé de beaucoup de choses, c'est le client. Il n'est pas venu par hasard. Et même s'il est venu par hasard, s'il a mis un pied, là, je passe par rapport à me passer dans la boutique, c'est que quelque chose qui fait que Oui. comprendre pourquoi, se mettre à sa place, se rendre disponible, c'est des clés, c'est des premières choses. Et après, bah voilà, après le reste, il n'a pas besoin de le voir. Mais c'est surtout ça, c'est garder cet esprit qu'on a un client. Et c'est le client qui nous fait vivre. Et moi, je rebondis sur mon poste de et je suis prestataire, je ne suis pas salarié BNW, mais je suis content que ma société soit contente parce que là où je travaille, bah, ça me donne un travail et voilà, c'est un cercle. Mais c'est le client et c'est ça qu'il faut, voilà, c'est de se mettre à disposition, c'est écouter, entendre. Voilà. Oui. Pour moi, c'est une des clés. Merci. Je rebondis sur ce que dit Loïc parce que du coup ça m'inspire sur quelque chose. On vous met à la place de Loïc aujourd'hui. Oui. Nous, on n'a pas forcément. Alors, il y a des clients qu'on connaît. Et non, c'est pas. C'est pas. C'est une supposition. Non. Non, mais Je suis désolé que votre mission se termine aujourd'hui, Loïc. Je suis vraiment. On échange de rôle. On a des clients qui prennent rendez-vous. On a des clients, parmi ces clients qui prennent rendez-vous, on a des clients qu'on connaît. Oui. Parce qu'on a un beau taux de fidélité. On a des clients qu'on ne connaît pas. On sait pas forcément. On n'a pas forcément les outils aujourd'hui ou le temps ou en tout cas, le temps c'est une mauvaise raison, mais on n'a pas on prend pas le temps, on va dire, de faire toutes les recherches que vous pouvez faire dans les palaces pour retrouver les photos des gens et ainsi de suite et pouvoir les accueillir d'une façon un peu différente. Et puis on a des clients qui viennent pour la première fois, qui poussent la porte. C'est un peu moins le cas, je pense, dans les palaces, même si vous avez des clients qui viennent pour le restaurant. On en a beaucoup sur les restaurants, absolument. Ouais. Mais on vous met à la place de Loïc pour en revenir au début. Comment vous accueillez les gens? Oui. Par quelle formule vous accueillez les gens? Est-ce que vous avez des pareils là, encore des petits tips quoi, où on ne dit pas, je sais pas, on ne dit pas bonjour, on dit bienvenue, on dit. Alors il y a des choses qui fonctionneront un peu partout, et après il va falloir y ajouter sa signature. Soit la signature, je parlais de signature de service tout à l'heure, qui va être la signature liée à votre marque. Ça peut être une phrase spécifique à la marque, qui va engager le client et le mettre là-dedans. Il y a même des marques de vêtements qui l'ont fait pour la façon dont vous accueillez, on vous donne un mot-clé. Et ça peut être aussi un geste qu'on va proposer. Pareil, lié à la culture. Je reprends l'exemple du Peninsula. On ne le faisait pas en France parce qu'on était en France et que c'était malvenu. Si vous rentrez dans un Peninsula en Asie, vous avez... Alors déjà, c'est un page boy sur le Peninsula. Donc c'est une personne habillée en groom, vous savez, ce Spirou tout en blanc, avec le chapeau, qui va venir vers vous avec un plateau et une serviette chaude pour vous nettoyer les mains et le visage après le voyage. Ça, c'est typiquement une signature. Maintenant, si on reste sur quelque chose de très simple à chacun, je pense qu'il y a des mots qu'on va employer. Alors, ici, l'objectif, ce n'est pas d'être le plus exhaustif, mais c'est vrai qu'il y a plein de manières de dire bonjour. Il y a déjà le bonjour avec le sourire. Vous voyez que quand je souris, mon bonjour n'est pas pareil. Bonjour, bonjour. La voix n'est pas la même. Est-ce que je dis bonjour ou est-ce que je dis bonjour madame, bonjour monsieur? Est-ce que si je connais le nom du client, je ne vais pas plutôt l'utiliser? Bonjour madame, bonjour monsieur Smith. Comment allez-vous aujourd'hui? Vous voyez que mes mains vont s'ouvrir en même temps. Donc je vais aligner mon verbal avec mon non-verbal, mon regard. Je ne regarde pas mon ordinateur ou mon collègue, je regarde mon client. Je lui montre avec sincérité que je suis dans l'échange. Et donc je me mets à disposition. Il y a un acronyme que je vous partage, que j'utilise beaucoup en formation, que j'appelle BAM. J'aime bien BAM parce que BAM. Bonjour, donc bonjour madame, bonjour monsieur. Accueillir, donc c'est soyez les bienvenus ou soyez la bienvenue. Ça aussi, c'est une phrase. Je ne vous invite pas à copier-coller cette phrase-là. Moi, je vous en donne une que j'utilise, mais il y en a plein d'autres que vous pouvez utiliser. Mais de dire, vous êtes les bienvenus chez nous, en fait. On vous attend. Entrez, bienvenue. Soyez les bienvenus. Et ensuite, M pour se mettre à disposition, la mise à disposition. Que puis-je faire pour vous? Bonjour madame, comment puis-je vous aider? Je suis là pour répondre à vos questions et pourquoi pas, vous pouvez ajouter. Je m'appelle Maxime, je suis l'hôte, je suis le responsable de boutique, je suis le directeur. Que puis-je faire pour vous? Comment puis-je vous renseigner? Et ensuite, vous voyez que là, il vient de se passer à peu près 3 secondes. Vous avez connecté. Et ensuite, c'était ce que vous disiez tout à l'heure, on vient de mettre un terreau fertile pour pouvoir planter les graines de notre relation. Et si à l'inverse, bonjour, bienvenue. Si vous avez besoin d'aide, vous me dites. Expérience que vous avez probablement déjà tous vécue dans une, notamment boutique
de vêtements, pourquoi pas reprendre cet exemple-là? Surtout pas, parce qu'on va pas le déranger dans son travail. Je ne voudrais pas vous embêter, non mais continuez, ça a l'air hyper important ce que vous faites. Vous voyez que l'interaction, elle n'est pas du tout la même. Dans le premier cas, peut-être que vous ne veniez même pas acheter un vêtement, pour continuer à reprendre cet exemple. Mais vous avez une personne qui est tellement avenante, ah bah oui, racontez-moi, et puis cette personne-là, elle va vous raconter l'histoire de sa boutique, et le storytelling va tellement vous plaire que vous allez envie d'essayer un accessoire, et cet accessoire va être le début de la relation que vous allez avoir avec la marque. Et n'oubliez jamais ça, que le BAM, cet acronyme que j'ai utilisé, c'est le terreau fertile que vous êtes en train d'installer pour créer la relation. Est-ce que ça répond à votre question? Ouais. Madame? J'ai une question. Vous disiez que dans le cercle, effectivement, c'était un peu tout rose. Est-ce que vous auriez un conseil quand j'imagine qu'il y a quand même des jours où vous arrivez avec une énergie différente? Oui. Ou alors qu'il y a un moment où il y a eu une frustration parce que vous avez coché toutes vos cases et que malgré tout, le client, c'était pas son jour. Et dans tous les cas, finalement, quelle que soit l'expérience que vous lui fassiez vivre, il n'était pas disposé à ce que ce soit positif. Oui. Quel conseil vous avez pour vous recharger ou voilà, encaisser ça quelque part? Parce qu'il faut l'encaisser. Il y a plusieurs points dans ce que vous dites. Il y a déjà la préparation. Donc je rebondis sur ce que j'ai amené tout à l'heure de préparation mentale et préparation physique. Mieux vous êtes avant de rentrer sur le terrain dans votre corps et dans votre tête, plus ça va être facile à gérer. La même situation, si vous êtes pleinement préparé et justement sur une bonne énergie, elle est très facile à gérer. La même chose avec une mauvaise énergie. Vous êtes mal réveillé le matin, vous êtes en train de vous disputer avec votre compagnon, votre compagne, ça devient tout de suite beaucoup plus difficile. Avec l'entraînement, on apprend aussi à un petit peu faire abstraction de tout ça et pour être pleinement concentré. Maintenant, comme tout le monde, on ne peut pas être 100% parfait. Mais c'est avoir conscience que quand moi, ça se matérialisait de manière très physique quand j'arrivais dans mon établissement, c'est que généralement, dans un hôtel, il y a un vestiaire pour le personnel. Quand je rentre au vestiaire et que j'enfile ma veste, c'est le personnage qui rentre et qui va monter sur scène. Alors attention, je ne voudrais pas qu'on s'imagine que je joue un personnage qui n'est pas le mien. Je joue mon personnage avec ma sincérité, mais j'accepte qu'à partir du moment où je rentre et pour les 8, 10 ou 12 heures qui vont se passer, eh bien, je suis pleinement dans ce qu'on attend de moi. Et ça va m'aider énormément. Et pour votre deuxième point qui est gérer des situations difficiles, eh bien, que ça rebondisse aussi sur votre veste et votre costume et ce que ça représente. C'est rarement vous en tant que personne qu'on insulte. C'est vous ce que vous représentez, la marque. Moi, quand ce client vient me voir et qu'il me dit « Vous êtes une honte pour le groupe Peninsula », il n'est pas en train de me dire « Maxime Blau est une honte et cette personne-là devrait partir ». Il est en train de dire « En fait, ce qui est fait ici est une honte pour la marque et c'est un client qui est frustré ». Et donc, il s'agit de ne pas le prendre personnellement. Ce qu'à cette époque, j'ai fait d'ailleurs. C'était une erreur. Aujourd'hui, et avec les années, avec l'expérience, j'ai appris à prendre un petit peu de recul. Donc ça ne veut pas dire ne pas écouter. J'écoute avec beaucoup d'attention, mais d'être capable d'un moment de « Ok, là, ce client, parfois c'est justifié, parfois ça l'est beaucoup moins, est en train de s'en prendre à moi. » Eh bien, de prendre un petit peu de hauteur par rapport à ça, de traiter la situation. Et quand je vais rentrer chez moi, me dire « Ok, voilà ce qui s'est passé. Peut-être que demain, je pourrais faire de telle ou telle façon, mais aussi avoir confiance en qui je suis et en mes capacités. » Parce qu'il y a une différence. Je trouve ça très bien et j'insiste et je rebondis sur ce que vous disiez tout à l'heure de se remettre en question. Il ne faudrait pas déborder sur le doute, douter de tout. On a qui on est, ce qu'on sait faire, dont on peut aussi être satisfait et pour autant on va se remettre en question dans telle ou telle situation. Et il faut aussi comprendre est-ce que cette situation elle arrive une fois? Si elle commence à vous arriver plusieurs fois à répétition, peut-être qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris. Faire appel à un collègue, un manager, se repasser un petit peu la scène. Quand il y a plein d'éléments à comprendre. Des situations entre des êtres humains, c'est forcément complexe. Donc il n'y a pas une seule réponse simple de « il s'est énervé à cause de ci, ça, A plus B égale C ». Non, il s'est énervé contre vous parce que le matin, il s'est disputé avec madame en sortant. Il a raté son train, donc il a eu 2 heures de retard. Il est arrivé en face de vous et vous avez mis 3 secondes de trop à répondre. Est-ce que c'est de votre faute? Oui, non. Une partie, oui. Une partie de la responsabilité est la vôtre. Le reste, vous ne le savez pas. Ce que vous avez, c'est un client qui ressemble à une bombe à explosion. Il est en train de péter. Il va falloir que vous arriviez à gérer cette situation. Donc, il s'agit de la gérer et une fois qu'elle est traitée, dire « Ok, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Où est ma responsabilité? Comment je pourrais m'améliorer dans telle situation ?» Et à un moment, comprendre aussi que votre responsabilité, elle se limite à vous, ce que vous pouvez faire et vous n'êtes en revanche pas responsable de la vie qu'a eu le client le matin.
et ça va s'arrêter là. Et la prochaine fois, quand une situation similaire va se passer et que vous allez retrouver par empathie des caractéristiques similaires, vous ne mettrez pas 3 secondes à réagir. Vous allez mettre un quart de seconde parce que vous savez qu'un client qui montre le moindre point de tension ou d'impatience, c'est un client qui demande encore plus d'attention. C'est un client sur lequel il faut se jeter pour s'occuper de lui. Soit, mais je rebondis, si un client est off dans son attitude, ça sert à le transformer. Vous avez raison, il y a des raisons qu'on ne maîtrise pas. Répondant à sa question, j'ai compris monsieur, très bien, je vous fais patienter, je trouve la solution, mais ça sert à rien de... On va essayer de le faire passer un moment, mais s'il est off et qu'il reste fermé Oui. et éteint, Oui. voilà, on a répondu à sa demande. Oui. Et l'idée c'est qu'à la fin, malgré tout, ils se disent plus tard, quelques secondes après, il va se dire ok, bah, j'étais fermé, j'étais énervé, peu importe, mais bon, il m'a répondu, il a répondu à mes attentes. Qu'en tout cas, on ne puisse pas vous reprocher à vous de ne pas avoir fait le maximum. Et parfois, c'est juste pas le bon moment, mais parfois ça va l'être aussi. Et ça, c'est vraiment vous qui allez le sentir. Moi, j'ai géré des centaines de plaintes. Quand j'ai un client en réclamation, je vois tout de suite si ce client-là, il est prêt à échanger ou pas. Donc, je fais un pas vers lui. Je comprends parfaitement monsieur. Donc, vous voyez, je vais connecter. Est-ce que je peux vous inviter à prendre un café? Vous voyez, quand je fais ça, j'ouvre. En fait, j'ouvre le champ des possibles. Est-ce qu'il a envie d'aller avec moi? Quand il va avancer avec moi, on va marcher. Quand on marche, on est côte à côte. On n'est plus face à face. Vous voyez, je suis côte à côte. Et donc, j'avance et on regarde dans une direction commune. Spoiler, ça marche aussi très bien dans le couple. Je vous invite à faire ça. Vous allez résoudre plein de problèmes. Eh bien, je marche côte à côte avec monsieur, madame, et on va aller discuter. Et ensuite, pourquoi pas, ça fonctionne aussi très bien, je vous installe pour boire un café. Déjà parce que c'est un geste d'accueil. Et dans toutes les cultures du monde, vous offrir un café, un thé, une boisson, c'est reconnu comme un geste d'accueil. Et ensuite, si jamais il est très en colère, essayez de vous mettre en colère assis. C'est beaucoup plus difficile de s'énerver comme ça que quand je suis là. Là, je suis ancré et je peux ancrer ma colère. Quand je suis assis, c'est beaucoup plus difficile de monter au-dessus du lot. Donc, il y a plein d'outils qui vous permettent comme ça de désamorcer des situations à utiliser. Et parfois, ça vous arrivera, vous avez juste un client qui dit « Là, j'ai vraiment pas le temps, j'ai un taxi à prendre. » Il part, très bien. J'ai pris ses coordonnées si je peux. Je vais laisser passer. Et le lendemain, je vais l'appeler. « Bonjour monsieur, je suis Maxime, l'hôte qui vous a accueilli hier. Je voulais m'assurer que vous soyez bien rentré chez vous. Et je voulais peut-être revenir sur l'interaction qu'on avait eue hier. J'ai l'impression qu'on n'a pas pleinement répondu à votre demande. Et j'aimerais beaucoup qu'on puisse finaliser cette conversation. Est-ce que vous auriez quelques minutes pour moi ?» Et je réenclenche. Ce n'est pas parce que le client est fermé sur ce moment-là qu'il est fermé à vie. Une porte, elle se ferme, elle peut se rouvrir. Et donc, restez pas sur ces échecs-là. Et encore une fois, là, on n'a pas la réponse. Est-ce que c'est à cause de vous? Est-ce qu'il y a d'autres éléments dans la vie du client? Par contre, libre à vous de réessayer à un autre moment pour aller réengager avec votre client. Oui. Vous avez parlé en premier lieu de l'importance du collectif, de l'équipe, etc. En tant que réceptionniste ou concierge, Oui. la satisfaction client, l'accueil, c'est une priorité. Mais tous les collègues autour de vous, c'est pas forcément eux la priorité pour eux. Ils ont d'autres objectifs, d'autres tâches. Oui. Est-ce que vous avez des recommandations pour essayer de transmettre justement et d'emmener les gens pour que eux, chacun à leur niveau, ils contribuent à votre réussite et vous, à votre objectif? Je pense que le réceptionniste comme le vendeur, c'est juste la face émergée de l'iceberg. L'objectif du réceptionniste et du vendeur, c'est la satisfaction du client, mais comme tout le monde dans l'entreprise, on a tous intérêt à avoir cette satisfaction. Rappelez-vous l'exemple du directeur de nuit dont je vous ai parlé, quand je racontais cette histoire-là, et que j'avais 30 personnes, l'agent de sécurité, comme la personne qui nettoie des chambres ou des lieux publics. Peut-être que dans son état d'esprit, dans sa mentalité, n'a pas ça, et c'est à moi de lui apporter, en lui faisant comprendre que l'engagement qu'il ou elle met dans son quotidien va être bénéfique ou maléfique en fonction de comment c'est fait dans les interactions et dans la satisfaction finale du client. Et il y a plein de choses à mettre en place. Moi, un conseil que j'aime bien appliquer, c'est la reconnaissance. Allez voir ce valet de chambre ou femme de chambre dans mon corps de métier en lui disant « Tu vois, tel client pour qui tu as pu faire ça, bah, il est parti, regarde le commentaire qu'il a mis sur les réseaux, ou alors il a laissé un pourboire, ou alors il nous a dit qu'il reviendrait, il a laissé une note, merci ». Pour que cette personne elle se sente aussi valorisée et que la prochaine fois, ça devienne un automatisme.
je l'ai un peu poussé, je lui ai mis une petite pichenette en disant tiens, vas-y, ce coup-ci, je t'ai montré la voie. La prochaine fois, elle va le faire d'elle-même. Et bien, quand vous, dans votre métier, vous encouragez et vous félicitez aussi vos collaborateurs, on aime tous la reconnaissance. Si on nous dit bravo, c'est bien, qu'est-ce que vous faites la prochaine fois? Vous voulez qu'on vous dise c'est bien, c'est naturel chez nous. Comme quand nos parents ils nous félicitaient. On a envie d'avoir, c'est le syndrome du bon élève, on a envie d'avoir une prochaine bonne note. Vous avez compris que je ne suis pas le bon syndrome du bon élève, j'étais plutôt un cancre, mais comme quoi, tout peut changer et arriver. Ça répond à votre question? Et du coup, comme effectivement l'hôtellerie c'est plutôt benchmark dans le secteur et votre métier, donc je fais comme lui Oui. Victor Dubois, je suis la RH. Très bien. Quand vous parlez de reconnaissance, est-ce que la satisfaction client, il y a une reconnaissance financière pour les équipes et est-ce qu'ils sont incentivés? Ça dépend. Ça dépend des établissements, il y a de tout. Il y a parfois quand il y a du naming, donc le nom qui est utilisé sur les réseaux sociaux, TripAdvisor, Google Avis, il peut y avoir une commission qui est distribuée aux collaborateurs, ou un petit déjeuner, un verre au bar, une nuitée à l'hôtel si on a plusieurs. On a plein de manières de donner des avantages en nature. Moi, quand j'accompagne des hôtels, c'est quelque chose que je les encourage à faire parce que, surtout si ce n'est pas purement financier, quand on est un hôtel, offrir un verre au bar ou un petit déjeuner, ça ne nous coûte quasiment rien. Donc oui, certains le font. Pas tous, c'est pas complètement toujours ancré dans la culture, c'est pas systématique. De la même manière, l'upselling, donc la vente additionnelle, il y a des établissements, et moi j'ai travaillé dans ce genre d'établissement, qui le valorisent très bien, où on est même formé à le faire. Et dès que vous faites une vente additionnelle, c'est-à-dire un client arrive avec une chambre et réservée, et vous allez lui vendre une suite ou une bouteille de champagne ou d'autres choses, et bien vous avez une commission là-dessus. Et quand vous êtes, j'imagine c'est quelque chose de très commun avec votre métier, quand vous faites ce type de vente, eh bien, vous avez une rétrocommission derrière. Ça se fait aussi, ce sont d'autres manières de reconnaître. Et après, il y a les traditionnels pourboires qu'on trouve dans ces métiers, qui existent beaucoup dans l'hôtellerie-restauration, de moins en moins en France, parce qu'on a beaucoup la carte bancaire. Donc ça a tendance à disparaître, j'espère que ça ne disparaîtra jamais. Mais chez nous, ce n'est pas intégré dans la mentalité de tout le monde que le pourboire est un remerciement. Là où, quand on prend des mentalités anglo-saxonnes, systématiquement, vous avez plus 10, plus 15, plus 20% du montant de l'addition qui est distribué en pourboire et les salaires sont faits comme ça. Mais quand vous êtes un bagagiste ou un barman dans un hôtel-restaurant, je peux vous assurer que vous restez largement à votre poste parce que les pourboires sont très satisfaisants dans ce métier. Dans des établissements comme celui-ci où les prix sont très élevés. D'accord, mais c'est pas systématique, c'est best pratique secteur. C'est pas absolument ancré dans le secteur, ça dépend des établissements. Merci. Je vous en prie. Moi j'ai encore une question. Vous avez un métier qui est un métier de front office et l'essentiel des personnes qui sont présentes ici, c'est également le cas. Ces mêmes personnes, elles ont aussi de l'administratif Oui. à faire. Et je pense qu'un réceptionniste a aussi une part d'administratif, Oui. forcément. Énormément d'ailleurs. Voilà, qui doit être trop lourd, en tout cas tout de même. Quoi. Donc encore une similitude par rapport à nos métiers. Ceci étant, quand on arrive chez vous, on a l'impression quand même que vous êtes disponible à 100%. Oui. Ça, vous le gérez comment? Parce que nous, on a beaucoup à apprendre de ce point de vue-là. Oui. Et on fait de temps en temps, on veut finir quelque chose. Et il n'y a rien de pire que d'arriver dans un établissement et d'attendre 5 minutes avant que la personne veuille bien lever le nez. Absolument. Déjà, tant mieux si dans les hôtels, c'est quelque chose que vous constatez. Moi, je vois aussi beaucoup d'hôtels qui ne le font pas suffisamment bien. Là, j'ai dit ici. Ici, au Lutetia. Oui. D'un point de vue, pour moi, ça, c'est de l'animation managériale. C'est de l'animation du quotidien. C'est-à-dire que moi, manager dans une équipe comme ça, je challenge sans arrêt mes collaborateurs pour qu'ils lèvent les yeux. Je m'amuse à passer, je le faisais, Peninsula ou ailleurs, je passais la porte et je comptais mes pas jusqu'à ce qu'il lève la tête. Parfois, je m'amusais même, je prenais mon téléphone, je filmais. Si j'arrive jusqu'au collaborateur au desk, il se passe 10 mètres, et que là, il lève la tête et qu'il a mon téléphone en face des yeux, il a compris. Et je lui montre, regarde le temps. Ton client, il est reparti là, 10 secondes. 10 secondes, quand vous rentrez dans une boutique, c'est trop long. Vous devez être accueilli dans la première ou la deuxième seconde, tout au plus, tout ce jeu-là. C'est un Mac, il y a un timing pour le bonjour et le bienvenue, avec la phrase qui va bien, enfin, en nombre de pas ou en temps. Absolument. Et donc ça, c'est de l'animation managériale et c'est l'essentiel de ce travail qui est de la prise de conscience. En fait, le collaborateur qui fait son administratif, vous comme moi quand j'étais réceptionniste, on n'a pas conscience de ce qui se passe. Et quand quelqu'un vous fait prendre conscience et vous dit « Tiens, regarde,
il vient de se passer 10 secondes, tu n'as pas levé la tête, là, le client il est passé devant toi, tu peux me dire qui c'était? Ah bah non, j'ai pas vu. Ah ouais, t'as pas vu. Ben oui, mais j'ai plein de choses à faire sur ma check. Je sais. Mais le client, il est venu qu'une fois et là, malheureusement, il avait l'intention de réserver une chambre et il est parti à jamais. Et le plus dur, c'est ça, je trouve, c'est de faire prendre conscience à nos collaborateurs que ça se joue dans chacune de ces interactions. Et donc, il y a de la répétition managériale là aussi, mais lève les yeux, regardez par ici, attention, soyez attentifs. Et je mettais des phrases aussi derrière les portes quand on quitte le back-office. Genre, comme ça, ils ferment la porte ou ils l'ouvrent plutôt pour passer de l'autre côté et ils voient une phrase. N'oublie pas de sourire. Ou avec une tête de client, n'oublie pas de me regarder. Regarde-moi, client. Client qui lui parle derrière la porte, qui dit « Je suis là ». Lui, tous les jours, il voit ça, sans arrêt. Vous voyez, ça pop-up en fait. Pour que vous preniez conscience que ça se joue dans ces moments-là. Ça paraît tellement simple. C'est tellement peu. Et pour autant, dans l'échange qu'on a eu jusque-là, on se rend compte que ça fait la différence dans une interaction. Le reste, c'est des détails qu'on va rajouter là-dessus. Mais si ça, c'est pas maîtrisé, très difficile d'aller faire du qualitatif. Donc animation managériale, prise de conscience, je pense que c'est vraiment 2 éléments clés pour répondre à ce que vous évoquez là. La part de l'administratif est lourde. Oui. Beaucoup sur particulièrement sur la réception. Moins sur la restauration. Le réceptionniste, encore plus que le concierge, peut-être que vous ne faites pas bien la différence entre les deux. Ici au Lutetia, est-ce que vous êtes rentré par la porte principale? Par celle-ci. Si vous avez l'occasion de rentrer par la porte principale, quand vous rentrez sur votre droite, vous avez le bureau des concierges. D'ailleurs, c'est assez rare dans un hôtel. Généralement, c'est plutôt la réception. Et par contre, quand vous avancez plus loin, vous allez avoir la réception à votre gauche et un bureau qui est le bureau du guest relations ici. La conciergerie se concentre sur tout le travail qui va se passer en dehors de l'hôtel. Réserver un véhicule ou des fleurs ou un musée pour le client, un itinéraire, là où la réception se concentre beaucoup sur l'intérieur de l'hôtel. Il y a des checklists très très longues. De la facturation, d'enregistrer les cardex correctement, donc les fiches clients, etc. Je passe les détails, ils sont plutôt ennuyeux, mais c'est une énorme part du travail. Et plus ça va, plus on a tendance à s'en débarrasser par de l'automatisation, par de l'IA, ça commence à arriver aussi tout doucement dans nos métiers. On a de l'informatique, mais on a encore ce travail. Et moi, ma bataille de réceptionniste et plus tard de manager, ça a été ça. Ça a été de dire, l'administratif, bien sûr, vous allez le faire, mais oubliez-le à chaque fois que vous avez un client. Et ensuite, on s'organisera pour finaliser ça. Donc, je ne dis pas que c'est facile, mais quand on est tous pleinement engagés dans nos clients, les satisfaire, derrière, on s'organise un petit peu différemment pour réussir à régler l'administratif. Et si on n'arrive pas à le régler, c'est qu'on a un problème avec notre administratif. Parce que, en tout cas dans mon état d'esprit, mes réceptionnistes, ils ne sont pas là pour faire de l'administratif. Ils sont là avant tout pour faire de la satisfaction client et après, cet administratif. Donc, il faut trouver un juste équilibre et parfois, il y a des traits à mettre sur des checklists. On raye des activités et on se re-challenge de ce point de vue-là. Excusez-moi, vous pouvez répéter la dernière phrase? Sur le on raye. Sur le rôle administratif. Vous voulez faire passer des messages? Non, juste, on l'a mal entendu. Mais alors, il est très clair ce message. Moi, c'est pour ça que j'ai posé la question. Parce que je pense qu'on a chez nous, pour des bonnes ou des mauvaises raisons, on trouve sur l'administratif. Mais c'est vrai pour nos métiers. C'est encore plus vrai pour d'autres métiers qui sont en back-office. Les métiers, ça se voit moins. Et pour autant, et je connaissais un peu la réponse, c'est pour ça que j'ai insisté, il y a un administratif qui est fou dans ces métiers-là. Oui. Mais qui est vraiment, pour avoir discuté avec d'autres personnes dans d'autres hôtels, la part d'administrative, elle est relativement comparable à la nôtre. C'est des parts très importantes. Mais pour autant, il y a le regard pour le client. Et je ne dis pas que, bien sûr qu'il faut qu'on limite au maximum cet administratif, mais dans tous les métiers, il y a de l'administratif et il faut qu'on trouve l'organisation. Et c'est pas uniquement la responsabilité n'est pas chez vous. Il faut que on sache, nous en tant que manager, en tant que responsable de service et autres, trouver les bonnes organisations pour vous libérer suffisamment de temps au moment où le client vient pour le consacrer au client. Mais c'est vrai pour vous, c'est vrai pour les vendeurs, il y en a quelques-uns qui passent un temps infini en ce moment parce que les outils ici, les outils quoi. Mais on a un écosystème, on ne gère pas, on n'est pas maître de 100% de notre écosystème, on s'en faut.
Je vois qu'en effet, les problématiques sont similaires. Non, mais voilà, l'essentiel de l'administratif, il ne vient pas de nous. Sinon, on rayerait tout. Mais quand il y a des factures à passer, quand il y a des garanties à passer, quand il y a des fiches aussi pour le CRM à passer, quoi, tout ça, ça fait partie. Ça fait partie du métier. Le problème, après, c'est qu'il faut l'organiser correctement. Oui, et en rebond, je pense que c'est très bien de remettre en question ces checklists et son travail et d'aller peut-être chercher de l'efficacité. Il y a des actions à modifier. Par contre, dans tout ce que je vous ai dit avec ces interactions clients, si je prends BAM, c'est un acronyme que j'espère vous retiendrez, c'est 1 seconde. Ouais, je ne sais pas ce qui prend du temps. Non. Ce qui est dur, c'est d'en prendre conscience. Alors vous allez me dire, oui, mais on reçoit des dizaines de clients. Oui, je peux vous assurer que dans des hôtels, des dizaines et des centaines de clients qui ne font que passer et qui vont dans votre restaurant, il y en a. Bam. Là, on lève la tête, on prend ce réflexe-là. Oui, ça me déconcentre de mon administratif, oui. Mais ce client-là, potentiellement, c'est lui qui va aller acheter un repas de Saint-Valentin avec sa femme. Ils vont dépenser 500 € dans mon restaurant. Potentiellement, c'est lui qui va rentrer à la maison, qui va en parler à ses parents, et ses parents vont fêter leur anniversaire de mariage dans quelques semaines. Vous ne savez pas. Et puis même, est-ce que quelqu'un qui rentre chez vous personnellement, bah vous l'accueillez? Est-ce que ça vous viendrait à l'esprit de ne pas lever la tête et de l'accueillir? Eh bien, on fait la même chose. Dans votre boutique, dans mon hôtel, les gens entrent chez vous. Et donc, il s'agit de lever la tête, les accueillir. Et ensuite, peut-être qu'ils ne viennent pas pour vous et peut-être qu'ils savent très bien, ils ont un rendez-vous, ils ont quelque chose à faire. Très bien, je vais repartir dans mon action. Mais j'ai connecté avec mon client, je lui ai montré que j'étais à sa disposition. Et ça, je pense que c'est vraiment essentiel. Et encore une fois, ça prend 1 seconde. Et ensuite, plus, si jamais le client a besoin de plus. Et là, on part dans d'autres éléments de vente et d'interaction avec nos clients. Une autre question, allez-y. Je vais sortir du bois, donc moi, pardon, j'ai enchaîné. Décidément. Donc, voilà, le bois est grand, donc moi j'ai en charge les services, donc on parlait d'après-vente, aujourd'hui on parle de services justement pour les expériences et autres. Un client qui va venir prendre possession d'un véhicule neuf, il y a une nouveauté, il y a quelque chose, il y a l'odeur du produit qui est neuf, le cuir et autres, donc oui. il a une expérience. Nous on voudrait faire vite cette expérience à l'après-vente. On a parlé d'apprentissage, d'expérience et avec toutes les belles expériences que vous avez eues dans les... Si demain vous êtes propriétaire d'un véhicule premium, qu'est-ce que vous attendez qui ferait la différence entre justement une succursale, une concession et une autre? Sur l'après-vente spécifiquement? Aujourd'hui, est-ce que les... Parce qu'aujourd'hui, vous l'avez dit, pardon. Oui. Vous l'avez dit, vous arrivez dans une chambre, vous avez la propreté oui. de la chambre, le confort de la chambre et autres. Là, aujourd'hui, vous déposez un véhicule le matin. Alors évidemment, dans une offre premium, ça fait des années où il y a le lavage extérieur, intérieur du véhicule. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui ferait que vous venez plus dans un garage? Donc un client qui vient chez vous en après-vente, il a un rendez-vous. Oui. Donc on a son nom et on a son historique. Déjà là, pour moi, il y a un boulevard. Si déjà cette partie est maîtrisée, c'est sympa de nettoyer ma voiture. J'aime bien que ma voiture soit propre. C'est important pour moi. J'ai un beau véhicule BMW, mais il est propre toute l'année. J'ai les moyens de me payer un nettoyage régulier. Quand j'arrive chez BMW, on n'est plus sur du bonjour monsieur. C'est bonjour monsieur Blot. Quel plaisir de vous voir aujourd'hui. Nous vous attendions. Il y a déjà un espace pour votre véhicule. Vous pouvez le garer ici et vous avez... Ah, il n'y a pas d'espace pour garer. Excellent. Très bien. Bravo. On m'a pas soufflé ce qu'il fallait que je dise ou pas. J'y vais. C'est la situation actuelle. Mais c'est pas Non, mais c'est tout à fait vrai. Alors. Vous avez mis 1000 fois raison. Et ça veut dire qu'on est à côté du truc. Parce que, mais c'est pas. Alors, non, mais ça fait sourire. Moi, je me dis. Je pense qu'on ne prépare pas assez nos rendez-vous, mais on va laisser continuer. Mais, et après, il faut qu'on s'organise complètement autrement aussi. Bien sûr. Pour qu'on puisse justement, on parlait d'un jockey à un moment, d'un voiturier supplémentaire pour prendre en charge les voitures. C'est toutes ces choses-là, mais c'est intéressant. Vous continuez. C'est-à-dire que oui. en déposant... C'est pour ça que je voulais rebondir là-dessus. On a ce problème dans les hôtels. Ici particulièrement, il y a un tout petit espace pour arriver et vous n'avez pas toujours plein de voituriers. Là, vous avez l'impression quand vous arrivez à 11h du matin qu'il y a des voituriers disponibles. Je peux vous assurer que quand il est 15h, 16h, que les clients arrivent, eh bien, c'est plus le cas. Mais on n'a pas toujours l'heure exacte d'arrivée du client. Alors que quand il y a un rendez-vous, typiquement pour le suivi, le service de l'après-vente, pour moi, c'est d'autant plus facile parce que ça, on sait qu'à 11h30, Monsieur Blot arrive. Je dois être à ce moment-là positionné ou prêt à sortir quand je vois le véhicule que je connais, puisque chez vous, c'est facile, vous savez quel est le véhicule.
pour être prêt à l'accueillir. Et encore une fois, je ne connais pas vos process, mais je le dis selon ma perception. Vous me posez la question, qu'est-ce que moi j'attends? Moi, ce que j'attends, c'est ça. Et si on veut vraiment aller chercher du premium, et après on va pouvoir pousser encore plus le curseur, c'est d'avoir cette personne qui est devant à l'extérieur de mon véhicule quand j'arrive, qui m'ouvre la porte et qui me dit « Bonjour Monsieur Bleu, comment allez-vous? Je suis Maxime, c'est moi que vous avez eu au téléphone et c'est moi qui vais m'occuper de vous. Est-ce que vous voulez laisser votre véhicule ici ou peu importe où est-ce que vous décidez de le garer? Si vous avez un voiturier, il y a un voiturier. S'il n'y en a pas, on fait le client se garer. Je vais récupérer vos clés, venez, on va s'installer. Est-ce que je peux vous offrir, etc., etc. Et après, on rentre dans l'interaction. Mais là encore, cette première seconde, elle est tellement importante. Et quand il y a un rendez-vous, il s'agit d'y être à ce rendez-vous. Il s'agit d'être prêt parce que le client il a cette attente. Et là, on n'est pas sur un client potentiel, on est sur un client qui a déjà dépensé des dizaines de milliers d'euros chez vous pour un véhicule premium. Donc il est en droit, il mérite à minima qu'on lui donne ça et qu'ensuite on aille créer cette interaction. Il faut du monde. Alors, il faut du monde, ça c'est... Alors, oui. Ah oui. Non, mais il faut du monde. Mais moi, ça dépend ce qu'on attend. Ouais. Exactement. Il faut savoir à quel niveau on souhaite se positionner. Et après, on met les gens en face. Si on veut se démarquer des autres, et faire à peu près approcher ce qui a été dit. Non, mais si tant est qu'on sait faire ça. Excusez-moi, après, il y a des choses qui sont faciles à mettre en place. La personnalisation des clients, ça, on peut le faire. On ne le fait pas, mais on peut le faire. Quand vous avez une fiche, comme on le discutait tout à l'heure, quand vous avez une fiche, monsieur en costume noir, Arval, Arval c'est le loueur, ouais, ok, c'est lequel? Un costume noir, il y en a deux, bon. Mais monsieur un tel. Donc ça, c'est pas même pas premium. Non. Donc ça, c'est des choses qu'on peut mettre en place. Après, si on va aller plus loin, et c'était de se dire comment nous, la seule sucre en France, on peut se démarquer des autres concessions, je pense qu'il va falloir augmenter notre capacité et notre accueil, mais il va falloir du monde. Alors, peut-être avant de vous laisser la parole là-dessus, mais cet argument du monde, je l'ai entendu toute ma vie et il est vrai. Moi, toute ma vie, j'ai souffert d'être sous-staffé, même dans des palaces. Je le répète, même dans des palaces. Même à 3 employés par chambre, j'ai été sous-staffé. Et c'est souvent en effet une problématique, mais il y a le staff et il y a aussi l'engagement de chaque employé. Et ça, si déjà chacun s'y met à 100, et c'est aucun jugement, parce que j'en ai aucune idée, mais en l'occurrence, attention de ne pas dire c'est la responsabilité de ou c'est l'autre. Je pense que ça doit se jouer des deux côtés, et je pense que quoi qu'il arrive, avec les moyens qu'on a, on doit être pleinement engagé dans ce que l'on fait. Et déjà là, probablement que vous verrez les résultats et l'orientation changer. Et ensuite, rien n'empêche de peut-être revoir des process, d'améliorer à la lumière de la checklist dont on a parlé tout à l'heure. On peut d'un côté lever la tête, être présent pour nos clients, et rien n'empêche de retravailler notre checklist et de rayer quelques lignes au fur et à mesure. Car l'un n'est pas ambivalent à l'autre. Et l'idée, c'est d'aussi comprendre que chacun a son rôle à jouer dans cette aventure-là. Je prends une dernière question. Allez, pour monsieur. Je vous l'avais dit en plus, normalement j'interroge ceux du fond, donc je suis content de vous entendre. Tout à l'heure, il y a nos collègues qui sont venus ce matin, ils nous ont dit que le palais, c'était, en termes de volume, on était à 30%. Quand vous dites volume d'occupation? Taux d'occupation? Alors, tout dépend des établissements, mais à 30%, vous n'êtes pas rentable. D'accord, mais en moyenne, on est à combien? Tout dépend. Alors, est-ce qu'ils vous ont dit ce matin? Rive gauche, c'est toujours un petit peu plus difficile à Paris de remplir les hôtels de cette rive-là par rapport à la rive droite, pour plein de raisons, mais la clientèle fortunée va beaucoup dans le triangle d'or à Paris. Donc ils ont plutôt un taux d'occupation plus élevé sur d'autres établissements. À 50%, vous n'êtes toujours pas rentable. Parce que vous avez 3 employés par chambre, que c'est 2 employés que vous payez cher. Alors, pas cher par rapport à d'autres industries, on est plutôt assez mal payé dans l'hôtellerie-restauration. N'empêche que quand vous en mettez 3 pour une chambre, ça coûte. On a des proies, mais décidément. Mais peut-être qu'il faudrait que vous travailliez dans l'hôtellerie-restauration, allez faire un stage. Comment le payer? En fait, l'idée, c'est que si vous êtes à 100% Oui. de taux d'occupation, Oui. est-ce que vous pouvez maintenir le même taux d'occupation? Merci, c'est ça qui est intéressant. C'est que justement, le challenge, il est là. On a donc il y a le côté chiffre d'affaires, etc. Ça, c'est très intéressant et je pense que le directeur d'hébergement que vous avez eu ce matin et certains cet après-midi vous en parlera ou reparlera. La difficulté, c'est, je parlais de constance, c'est facile d'être bon quand on est à 30% d'activité, quoique malgré ça, on arrive à se planter.
Ce qui est très difficile, c'est quand on commence à avoir des très hauts taux d'occupation à 100%. En plus, dans un challenge hôtelier, où un client qui part à midi et qui veut gratter jusqu'à 13h, 14h, et derrière, vous avez le client suivant qui est là à 15h, et qui parfois arrive avant. Et oui. Et donc la difficulté, elle est là. Et qu'est-ce qui va se passer quand on monte en activité? Eh bien, c'est là où vous avez intérêt à bien compter sur vos coéquipiers, vous serrer les coudes et augmenter votre niveau d'efficacité. Et peut-être que les 5 minutes que vous passiez avec vos clients vont se transformer en 4 ou 3 minutes. C'est une réalité. Mais c'est toujours mieux 3 minutes que 0. Au détriment du service client. Alors, je dirais qu'on va forcément perdre quelques degrés, mais on va réajuster peut-être après. Peut-être que le lendemain, vous avez moins d'activité, que vous allez passer plus de temps. Il y a une sorte de léger mouvement qui va se passer tous les jours. Moi, j'aimerais pas qu'on retienne qu'à 100% dans un hôtel, il ne se passe plus rien et on ne sait plus s'occuper de ses clients. Heureusement que non. À 100%, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, je me serre les coudes avec mes collègues, on a moins d'espace qu'avant, il va falloir qu'on donne encore plus et on va le faire. Et c'est pour ça qu'on ne sait pas, et d'ailleurs ça n'arrive pas dans beaucoup d'hôtels, on ne sait pas tenir un 100% toute l'année. C'est épuisant. Là, vous parlez à 100%. Nous, on est encore au-dessus de 100%. 100%, c'est les plannings qui sont prévus et chargés. Et comme vous dites, il faut se rendre disponible, et c'est normal, hein, pour du service client et de la qualité d'accueil, se rendre disponible pour un client et passer du temps à discuter avec lui, sachant que le planning du conseil de service est plein toute la matinée. On va prendre un exemple comme ça. On prend l'exemple d'une dépanneuse qui arrive, le client, il faut l'accueillir. Notre planning est plein aussi. Donc c'est sûr que déjà à 100%, on réduit forcément notre qualité d'accueil et de service vis-à-vis du client. Donc quand vous dépassez 100%, c'est compliqué de faire vraiment Mais la qualité. vous ne parlez pas du même 100%, parce que c'est impossible de faire plus de 100% Oui. d'hôtellerie. Quand vous avez 100 chambres. Non, mais je suis d'accord. Mais 100%, c'est quand on va dire toutes les chambres sont réservées. Nous, tous nos créneaux sont réservés. Il faut quand même encore faire plus. Bien sûr. Tout en maintenant un service de qualité qui est très compliqué. L'extra-mile dans l'hôtellerie, il est à partir de 80%. Ouais. Au-delà de 80%, Absolument. on va chercher, c'est entre le 80 et parfois le 100, et le 100 on ne peut pas le tenir. C'est ce que Mais absolument, c'est vrai que c'est souvent ce qu'on dit d'ailleurs. Le 80% dans l'hôtellerie, c'est le 100% chez nous. Et après, il y a le... Souvent, dans les établissements dans lesquels j'étais, en effet, au-dessus de ces taux d'occupation-là, alors plus ou moins en fonction de comment vous êtes staffé, mais vous commencez à tirer un petit peu la langue à 80%, et puis bon, j'imagine que vous vivez la même chose, hein. Un arrêt maladie dans une équipe, un retard, tout de suite, ça vous êtes sous l'eau, immédiatement. Et pour autant, le client, il paye toujours le même prix, il a toujours besoin du même niveau de service. Donc qu'est-ce qu'on fait? Serre les coudes, hein, les cocos, on est là, on y va, on tient la barre, et puis tant que ça dure pas trop longtemps, ça va. Quand ça commence à durer trop longtemps, les langues s'épuisent et il va falloir réagir. On vit des challenges similaires. Voilà, après, il y a des curseurs qu'on peut ajuster dans plein de sens. Et encore une fois, je pense que c'est beaucoup d'humain, beaucoup d'intelligence collective. Et quand on a déjà cet esprit d'équipe-là, on arrive à résoudre pas mal de choses. Et après, voilà, il y a des process, il y a du RH, il y a d'autres choses qui viennent s'ajouter, les checklists, tout ce dont on a parlé. C'est bien, je vois qu'on a des termes. Ça me donne envie d'aller travailler dans l'automobile. Je vous propose juste de clôturer, peut-être de rendre la parole. En tout cas, je voulais vous remercier de m'avoir écouté. J'étais ravi d'échanger avec vous. Merci. Merci Maxime, et puis merci aussi au groupe qui était là ce matin, parce que la session se termine maintenant pour vous, donc bon retour, et puis comme ça a été indiqué tout à l'heure, c'est la première étape d'un parcours qui va se poursuivre, donc on aura l'occasion évidemment de réaborder ces sujets-là, donc merci à vous. Et puis pour le groupe qui est arrivé tout à l'heure, on va prendre une petite pause, voilà, le temps que nos guides arrivent.